Frontières, votre média d'enquête. Présent sur le terrain. Vous propose des enquêtes exclusives. Là où d'autres médias préfèrent rester silencieux. Le tout à retrouver dans nos magazines. Et sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. Abonnez-vous à Frontières. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 100% Frontières. Un 100% Frontières un peu particulier, puisqu'évidemment, quasiment exclusivement consacré à ce qui s'est passé ce week-end. Bonjour Eric Tegner. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Je le dis tout de suite, nous avions 7 personnes mobilisées dans la nuit de samedi à dimanche sur le terrain de la rédaction de 100% Frontières, dont vous, Jules, dont Garen Schnorokian, qu'on va recevoir dans une seconde à 11h30, qui s'est fait agresser. Vous allez voir des séquences que vous n'avez jamais vues jusqu'ici. Nous avons interrogé les émeutiers, quelles sont leurs revendications, pourquoi ils font cela. Est-ce que c'était anticipé ? Est-ce que c'était prévu avant le coup de sifflet final ? Vous allez voir ça dans un instant, des séquences exclusives, juste après le journal de Somaya Labidi, bien sûr, comme tous les jours. Bonjour Somaya. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Plus de 890 interpellations, 457 gardes à vue, dont 569 à Paris, soit 45% d'interpellations de plus par rapport à l'année dernière. C'est le bilan de ce week-end de tension dressé par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui précise que 178 policiers ont été blessés dans ces débordements allant de violences urbaines au pillage de commerce et jusqu'à des attaques contre les forces de l'ordre. À la une également, Emmanuel Macron salue les efforts de Washington pour parvenir rapidement à un accord entre les États-Unis et l'Iran. Une opportunité unique de construire un nouveau cadre de sécurité associant l'ensemble des acteurs concernés afin de permettre une stabilisation durable de la région, a écrit le chef de l'État sur X. Et puis André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis plus de 40 ans, est décédé à l'âge de 85 ans. Il avait été réélu lors des dernières élections municipales avec 48% des suffrages exprimés, confirmant une nouvelle fois son ancrage dans cette ville de l'Ouest parisien qu'il a profondément transformée au fil des décennies. Merci beaucoup Somaya, on vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour parler de ce qui s'est passé tout ce week-end à Paris, que certains tentent de minimiser. A-t-on le droit de parler de violence urbaine ? A-t-on le droit de parler d'émeutiers, de scènes de guérilla ? A-t-on le droit de dire ce qu'ont vécu nos policiers sur le terrain la nuit d'entre samedi et dimanche ? Parce qu'il y a une forme d'euphémisation, de minimisation. L'esprit était à la fête, etc. Jules Torres, Hélène Roé, comme tous les matins de la rédaction du JDD. Bonjour. Jules Laurent, je vous ai présenté de la rédaction de 100% Frontières. Reda Bellage, policier, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Bonjour à vous. Georges Fenech, ancien magistrat. Bonjour. On va interroger évidemment la justice parce que c'est un jour sans fin. Il y a des comparutions immédiates qui sont prévues. On fera un point avec Sabrina Birlin-Bouillet. On sait déjà comment ça va se terminer. Et puis pour la première fois sur le plateau, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Majid Oukacha. Vous êtes écrivain et vous allez évidemment commenter l'actualité avec nous. Une première séquence captée par les équipes de 100% Frontières entre la nuit pendant la nuit de samedi à dimanche pour vous montrer ce qui s'est passé sur le terrain, filmé par nos équipes. Moi, les Anglais, je pense, c'est des fils de pute. La vie de ma mère, faut qu'ils aillent niquer leur mère, les Anglais. Palestine ouais. Deuxième fois. De pute, ils nous gazent. Et là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Ah, des gros PD, les Anglais. Hey, c'est Paris. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger. Tu m'as marré, ça va découper les tiens. Voilà un petit condensé de ce qui s'est passé, Eric, ce week-end à Paris. Oui, et je peux vous dire, par rapport aux dernières fois de la demi-finale de la Ligue des Champions, nos équipes déjà avaient couvert un petit peu cette soirée sur le terrain. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus disparate sur l'ensemble de Paris. C'est-à-dire que ça a explosé absolument partout. Ce qui est sidérant également, c'est que ça a touché dehors de Paris. Ça veut dire qu'il y a près d'une quinzaine de villes qui ont été touchées. Le Havre, Tours, Agen, Dijon. On a 178 policiers qui ont été blessés. Plusieurs ont été graves. Et en termes d'interpellation, on a 890. C'est-à-dire en augmentation qui est absolument nette. Ce qui est sidérant, et c'est intéressant les images qu'on va voir par la suite, c'est que ces émeutiers, ils le revendiquent. Ils revendiquent face caméra, vouloir caillasser, vouloir casser, vouloir s'en prendre à la police. Et le lendemain, le dimanche, lorsque nos équipes sont allées les interroger, ils ont dit que le problème, c'était la police. Ils ont repris un certain argument politique. Jules Laurent, vous étiez sur le terrain jusqu'à 2h du matin, dimanche matin.
Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vécu? En effet, nous, on a couvert tout l'ouest parisien durant toute la soirée, jusqu'à peu près 2h du matin, avec nos équipes de 100% Frontières. Et c'est vrai que, premier élément, c'était extrêmement dur, finalement, de couvrir ces émeutes urbaines parce que c'était anarchique. Ça partait partout. On avait des individus extrêmement déterminés à, finalement, attaquer les forces de l'ordre. C'était équipé de mortiers. J'ai vu une batte de baseball avec des t-shirts « On va baiser la police », texto. Et donc, on avait des individus qui, de partout, allaient vers les Champs-Élysées, allaient vers la place du Trocadéro, se déployer pour attaquer les forces de l'ordre. Et lorsque le dispositif des forces de l'ordre a donc répondu à cette violence, plusieurs individus ont commencé à décider, ça je l'ai vu sous mes yeux, à s'attaquer à des touristes, à s'attaquer à des jeunes femmes, à s'attaquer à des voitures, à commencer à mettre le feu par frustration finalement de ne pas pouvoir faire la fête et commencer à déployer toute cette violence sur toute la capitale, notamment sur l'ouest. Tout ça s'est déployé et il faut dire, j'ai pu échanger un moment avec une touriste qui finalement se voyait faire annuler, vous savez, toutes ses commandes Uber parce que toutes les routes étaient bloquées et un des Uber lui a dit « Je peux plus vous emmener dans la capitale parce que l'ouest parisien n'est plus sûr ». Les femmes ont été prises pour cible. Je le dis à Benjamin, c'est la séquence où il y a un jeune qui s'en prend au rétroviseur d'une voiture. Et on l'a, cette séquence. Et dans cette séquence, donc, il y a deux jeunes femmes qui sont à l'avant d'une voiture. Il y a d'ailleurs le collectif Némésis qui a tweeté. Ensuite, Hélène Rouet. Et on voit une femme qui se prend des mains sur la poitrine. Donc il y a eu des agressions sexuelles aussi. Et il y a une forme d'euphémisation depuis 48 heures. L'esprit était à la fête. Il y a eu quelques violences, on ne dit jamais de qui, par qui elles sont commises, ces violences. Donc effectivement, les femmes ont été aussi victimes parmi tout ce qui s'est passé ce week-end. Oui, bien sûr. On pourrait aussi citer l'ancienne maire du 8e arrondissement, Jeanne Dauxerre, qui a été agressée à l'intérieur même d'un taxi où ils ont essayé de voler son sac. Elle s'est d'ailleurs défendue avec un grand courage. Bien sûr, les femmes sont menacées dans ce genre d'événement. Moi, la première, j'ai fait une certaine forme de confinement sécuritaire. Je suis partie de la rédaction, donc j'étais au journal du dimanche. Je suis partie de la rédaction aux alentours de 23h et puis j'ai évidemment pris un taxi qui d'ailleurs a aussi été agressé. C'est-à-dire dans le 15e arrondissement, il balançait... C'est cette image dont je parlais, où on voit donc ces deux jeunes femmes à l'avant du véhicule. Regardez, elles sont prises pour cible par un nombre d'émeutiers proprement hallucinant. Et la femme qui conduit va terminer avec une main posée sur sa poitrine. Donc voilà, voilà, vous voyez à l'instant. Vous voyez ce qui s'est passé dans les rues de Paris, donc en toute impunité, non parce qu'il y avait les policiers qui étaient là, mais les policiers sont bien seuls parce que en haut, on les abandonne un peu et puis on euphémisme ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Oui, en fait, on a vécu une forme de purge, si vous voulez. C'est vraiment, on avait un peu l'impression d'être dans le film La Purge, c'est-à-dire ce sont des scènes de guerre civile et en fait, chacun a véritablement peur, c'est-à-dire qu'on se barricade, on fait des confinements sécuritaires, etc. Les voitures sont attaquées et c'est l'histoire que je vous racontais. En fait, ils balançaient des espèces de feux d'artifice, des espèces de pétards précisément sur la route, précisément sur ce genre de taxi et on se rend compte aussi à quel point c'était vraiment, il y avait des endroits dans lesquels il ne fallait pas aller, mais j'ai eu la raison de dire que c'était dans l'intégralité de Paris, même rive gauche. Moi, mon taxi, en l'occurrence, j'ai voulu changer mon adresse parce que mon ami m'avait invité rive droite. Je devais aller à une certaine soirée et j'ai demandé à mon taxi si je pouvais changer l'adresse. Il me dit, vous allez où? Je lui ai dit, dans le 2e arrondissement de Paris, donc on est quand même assez loin des Champs-Élysées. On n'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas non plus un endroit vraiment à risque. Et il m'a dit, je suis désolée, madame, je n'irai pas rive droite ce soir. Donc, en fait, c'est aussi simple. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est aux Français de s'adapter et en particulier, là, en l'occurrence, aux femmes. Il y a une nouvelle discipline, c'est tout faire pour éviter les racailles. Donc maintenant, chacun vit avec cela dans un coin de sa tête. Sabrina Medjeber a quitté son quartier d'ailleurs. Elle n'a pas dormi chez elle. On se rappelle de ce qui s'était passé lors de la demi-finale où son immeuble effectivement avait été envahi, si vous voulez, par justement précisément ces casseurs. Et elle a dit ce matin sur l'heure des pros qu'elle avait changé de quartier. Elle n'a pas dormi chez elle samedi soir. Donc maintenant, chacun s'adapte. Il y a eu le confinement sanitaire, ça s'appelle le confinement sécuritaire. Et maintenant, chacun adapte son quotidien pour éviter les racailles. Alors, c'est totalement exclusif parce qu'on leur tend jamais le micro pour voir leurs revendications, si tant est qu'il y en ait derrière tout cassé. Donc, David leur a tendu le micro pour voir leur état d'esprit, voir si c'était préparé, s'il y avait une envie de casser, si c'était anticipé. Attendez, on n'a pas d'âme ici. Voilà. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu. On perd, on gagne. Ça va exploser ici, les gars. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Voilà. C'est quoi votre programme après, du coup? Ah ouais, on va tout casser. Non, on va tout cramer. Non. Moi, je suis de Paris. Ouais, Free Palestine. Et là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Je suis avec le masque. Là, je vais faire la guerre, tout simplement pour ma ville. C'est ça, c'est la guerre. Le camp, ça, c'est la guerre. Restez branchés les keufs. Le camp va faire de la dinguerie. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester branché. C'est la guerre. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine, les gars. Tahria Palestine, voilà. C'est quoi le problème? C'est de rejoindre les champs, là? Oui, c'est de rejoindre les Champs-Élysées, mais bon, il faut un barrage. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger.
Ça peut être dangereux, ça peut être dangereux. Ils vont contrôler, tu penses? Ils vont contrôler un par un, ils vont essayer de décaler les mortiers, tout ça, essayer d'intercepter. On va attendre un peu et essayer de rentrer avec la masse. L'année dernière, on les a eus. Ils n'étaient pas prêts que le Paris allait gagner parce que personne s'y attendait. Mais là, ils sont très très bons, ils ont tout prévu. On va fêter toute la nuit et même si les CRS nous empêchent, on va quand même y aller. Là pour célébrer. L'ambiance est bonne là? De fou, tu vois pas? Comment c'est bon de ouf là? Ouais, vous avez un petit message à faire passer à la caméra. Moi, Free Palestine! Free Palestine! Arsenal! Free Palestine! Free Congo! En vrai, t'as eu moi. T'as eu mes parents, ils m'attendent à la maison, mais je suis venu là, je vais faire le feu. La police qui vienne. Alors, on est obligé de flouter énormément parce qu'il y a des mineurs dans le lot. Oui, Eric c'est Tegner. ça qui est lunaire. C'est-à-dire qu'on a des mineurs et ils viennent et ils revendiquent qu'ils vont aller casser. Ils revendiquent face caméra qu'ils ont des mortiers. Alors évidemment, ils font des doigts d'honneur, ils ne cessent de faire des insultes et c'est ça qui est absolument dingue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il dit ce jeune, eh bien je vais rentrer voir ma mère, mais pourquoi ses parents ne sont pas en train de leur dire tu ne sors pas ce soir? C'est ce qui est absolument fou. Il y a ce phénomène véritablement de meute, c'est-à-dire qu'ils sont en groupe, ils sont en groupe par dizaines et ensuite ils vont casser tout dans Paris. C'est des hordes, Reda Bellage, face auxquels vos collègues ont dû faire face, avec un soutien politique parfois du bout des lèvres. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est sans doute que le début. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a d'autres événements sportifs qui vont arriver, et à chaque fois, il se passera ça. À chaque fois, il se passera ça. On nous avait laissé la chance à notre organisation de l'exprimer sur vos différents plateaux. On avait averti, il s'est passé exactement ce qu'on avait dit qu'il allait se passer. Tout le monde a tendance à minimiser et un peu idolâtrer finalement la journée d'hier. Certains, notamment la préfecture de police, en tout cas c'est le sentiment qu'ont eu les collègues, à la limite on l'a pris à la rigolade en nous parlant de si tout va bien, on finira pas par les pénaltys comme hier, comme en parlant de samedi. C'est le préfet de police qui a dit ça. Oui, c'est le préfet de police et du coup il a même dit, il me semble que le but c'est que tout le monde rentre chez lui tranquillement, mais moi mes collègues ne sont pas rentrés chez eux tranquillement, quoi. On a fini une soirée avec 178 blessés pour la finale, 23 blessés pour la demi-finale. Ça fait 200 forces de l'ordre blessés sur 2 journées. Excusez-moi, on ne peut pas dire qu'on a maîtrisé la situation. C'est faux. On en a pris plein la gueule. Excusez-moi les termes pour le coup, mais on en a pris plein la gueule. On a pris cher. Et je trouve que certaines réactions de notre administration sont complètement honteuse. Et les collègues sont vraiment en colère. Si vous me permettez, je voudrais vraiment remercier les collègues pour leur travail, souhaiter un bon rétablissement à tous les blessés, notamment Constance et Clément qui ont été tous les deux blessés par une bombe artisanale. Je ne sais pas si vous avez les images, mais leurs jambes sont dans un état catastrophique. Il faut savoir que ces jambes, les jambes des collègues étaient protégées par des jambières. La procureure de Paris s'est exprimée ce matin et elle a dit que les séquelles étaient terribles. Oui, les séquelles sont terribles, et peut-être même des séquelles à vie. Clément s'est fait opérer hier, Constance s'est fait opérer ce matin à 10h, ça se trouve elle est même encore en train de se faire opérer. Elle a passé la fête des mères dans un hôpital, elle s'est fait blesser samedi soir à 12h30 pour être opérée ce matin à 10h. Et puis voilà, on nous dit que la situation est maîtrisée. Non, en fait, on nous envoie. En fait, les policiers aujourd'hui, moi, ce que je retiens, ça plaît pas, j'en ai rien à faire, c'est qu'on est de la chair à canon. Voilà, c'est ça. Et ce qui est dommage aujourd'hui, et les seuls qui nous font tenir aujourd'hui, c'est les citoyens français. Parce que l'administration, ce qu'elle oublie, et l'État, ce qu'il oublie, c'est que certes, on a signé un contrat avec l'État, on n'a pas le droit de faire grève, mais par contre, l'État, il signe un contrat avec nous aussi. Ils doivent nous soutenir dans les actes et dans les paroles. Et aujourd'hui, dans les paroles, c'était un petit peu, mais dans les actes, c'était pour moi en tout cas catastrophique. Il signe un contrat évidemment avec les policiers, il signe un contrat aussi avec les citoyens. Le citoyen paye des impôts pour pouvoir sortir dans l'espace public sans prendre le risque de se faire agresser. Et vous avez raison, il y a eu une forme d'euphémisation. Comment ne pas penser à Laurent Nunez, le lendemain de ce qui s'est passé, qui dit « les choses étaient globalement sous contrôle ». Écoutez le ministre de l'Intérieur. La situation a été globalement sous contrôle. On a eu évidemment des débordements que vous avez toutes et tous notés, qui ont entraîné des troubles à l'ordre public, voire des violences urbaines, mais qui ont systématiquement été pris en compte par les forces de l'ordre. Systématiquement, il y a eu une réponse policière qui a été mise en place. Globalement sous contrôle, Jules Torres? Non, je pense qu'on est dans une tentative d'euphémisation qui est gravissime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la situation a été contenue, qu'elle a été globalement contrôlée, quand on a 890 interpellations, quand on a moitié moins de garde à vue, quand on a à peu près un
petit peu moins de 200 policiers et gendarmes qui sont blessés, quand on a un mort sur le périphérique, quand on a des femmes qui sont agressées sexuellement, quand on a des personnes âgées qui sont menacées, quand on a Éric Zemmour qui est pourchassé dans la rue alors qu'il n'est pas dans un arrondissement extrêmement dangereux. Éric Zemmour, non, il voulait juste aller dîner avec un ami. C'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Français qui ne peuvent pas vivre comme ils l'entendent, ils ne peuvent même pas aller dîner avec leurs amis. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, bien sûr qu'on voit dans la sphère politique une tentative de féminisation. Pourquoi ? Parce que si Laurent Nunez, aujourd'hui, il dit ce que beaucoup de Français ont vu, il est obligé d'en tirer un certain nombre de conséquences. Et pardonnez-moi, mais dans les images qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est très difficile de ne pas évoquer la question de l'échec de l'assimilation aggravée par l'immigration de masse. C'est-à-dire que on voit bien que ce sont des jeunes aujourd'hui qui n'appartiennent pas à la communauté nationale. Alors vous allez me rétorquer, et peut-être à juste titre sans doute, ils sont français, ils sont nés en France, mais ils n'appartiennent pas à la communauté nationale. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et quand ils disent qu'ils veulent s'en prendre à l'État, quand ils disent qu'ils veulent s'en prendre aux policiers, aux gendarmes, quand ils disent qu'ils veulent dégrader le mobilier urbain, quand hier, Elliott Deval passe un jeune homme qui tire avec mortier d'artifice, son camarade et son collègue lui demandent « Tu veux tirer sur qui ?» Qu'il vous le répond « Sur les Juifs ». Bon, on voit très bien qui sont les ennemis quand vous voyez un certain nombre de personnes qui, dans l'extrait, parlent de Free Palestine. On a bien compris quelles sont leurs revendications. Donc on n'est même pas dans une forme de nihilisme, on est dans des personnes qui sont dans une sorte de globi-boulga de la Nouvelle-France et qui veulent aggraver la défaite de l'État qui était constatable samedi soir. Majid Oukacha, ces jeunes français, avec un passeport français, mais est-ce qu'ils détestent la France ? Déjà, oui, effectivement, ces racailles qui sévissent, c'était déjà le cas l'année dernière. C'est même pas d'ailleurs des hooligans et des supporters. Moi, c'est des racailles qui cherchent un prétexte à travers des événements, pas forcément sportifs d'ailleurs, parce qu'il y avait certains politiciens qui parlaient de soi-disant hooligans. Alors pourquoi on a les mêmes phénomènes au 14 juillet de voitures qui brûlent et de dégradations, d'agressions, ou même le 31 décembre, quelques jours après Noël? Voilà, c'est pas les hooligans du FC Pôle Nord, non, c'est des racailles. De toute façon, on le voit à travers les images. Moi, par exemple, je suis un Français d'origine algérienne, ça me fait de la peine. Chaque fois que je vois des Français d'origine maghrébine qui passent devant des caméras pour revendiquer leurs méfaits, qui se filment sur les réseaux sociaux, je me dis ça va entretenir la mauvaise image de ma communauté, entre guillemets, de faciès, de nom de famille ou d'origine géographique. Et c'est déplorable. D'ailleurs, j'ai juste une petite réaction. C'était Laurent Nunez, je crois qu'on a vu juste avant, il parlait d'une réponse policière. Mais en fait, on en a marre chaque année d'avoir des chiffres de arrestation et en fait, on veut des chiffres de condamnation judiciaire, en fait. Parce qu'on aura beau mettre demain même 2 fois plus de policiers qui arrêteront 2 fois plus de gens au bout du processus. Si toutes ces racailles vont devant un juge qui a la loi laxiste au bout de son marteau et que le glaive en mousse de la justice s'abat et qu'ils ont droit à des peines... Parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet. Moi, je pense que le sujet, c'est pas juste les arrestations ou les gardes à vue. Je pense que ce sera même une des clés peut-être de la prochaine élection. Il faut parler de beaucoup de choses. Il faut parler du laxisme judiciaire. Il faut parler de tout ce procéduriarisme qui fait que, par exemple, même en admettant qu'il y en ait quelques-uns qui vont être condamnés, il y a un juge d'application des peines qui va mettre une peine différente. Il y a des prétextes techniques du genre, par exemple, les prisons sont surpeuplées, donc on libère de toute façon les rares personnes qui pourraient être condamnées. Mais ces racailles-là, en fait, ils se sentent sur un terrain... en fait, ils sont pas bêtes. La plupart des criminels, ils voient bien dans l'actualité que plus ils font ce genre de méfaits, plus ils entendent jamais parler de gens qui prennent des peines lourdes, plus ils se disent la prochaine fois on va continuer encore. À un moment donné, il faut en choquer certains. Moi, je suis pour, par exemple, au niveau des peines judiciaires, abolir cette notion de jusqu'à 3 ans et 45 000 euros d'amende. Ok, 6 mois avec sursis, vous retirez dans le jusqu'à. Le jour où vous dites à ces voyous, si tu es reconnu coupable, c'est 3 ans incompressibles et que vous généralisez massivement des peines contre ces gens-là, à un moment donné, ils vont se tenir à carreau. Juste un dernier propos, excusez-moi. Le jour où vous leur dites, dorénavant, dès l'instant où il y a 100% des prisons en France qui sont sursaturées, systématiquement, on vous fait un accord avec un pays du tiers-monde, on vous envoie dans une cellule de 9 mètres carrés, vous dormez à même le sol, vous avez un bouquin sans image qui va vous tenir compagnie, il n'y aura pas de chicha, pas de PlayStation, pas de tout ça. À un moment donné, ça va se savoir, en fait. Dans l'imaginaire collectif de toutes ces racailles, ils vont rentrer dans le rang, raser les murs, se trouver un métier normal. Oui, alors là, avec ce que vous venez de proposer, il y a le Conseil constitutionnel qui a censuré 12 fois votre proposition, je pense. Bien sûr. Mais c'était l'idée aussi, je crois, de Gérald Darmanin, qui avait évoqué l'idée qu'il y avait des prisons parfois à l'étranger qui pouvaient être louées pour l'État français. Alors, avant de vous donner la parole, Georges, et de faire le volet judiciaire, je veux qu'on parle d'une information exclusive 100% frontière. Jules Laurent, un policier
a été pris pour cible donc dans la nuit de samedi à dimanche. Et vous avez des informations exclusives et on va voir la séquence ensuite. Donnez-nous un peu de contexte avant de voir la séquence. C'est une vidéo qu'on vous révèle pour 100% Frontières. C'est un policier qui poursuivait donc pendant la nuit d'émeute un tireur de mortier et il va être violemment percuté par un conducteur qui conduisait sans permis en état d'ivresse. Et vous allez voir, la vidéo, elle est choquante parce que les personnes qui filment, qui sont également des émeutiers, vont se réjouir finalement de voir ce policier percuté. Donc le chauffeur, il va commettre même un refus d'obtempérer. Il sera ensuite intercepté plus tard au niveau de la porte-maillot parce que le périph' en fait a été finalement envahi de voitures et donc il va être arrêté à ce niveau-là. Le policier, il va prendre 3 jours d'ITT et j'ai pu échanger avec quelques-uns de ses proches qui me disent qu'il a eu vraiment la frayeur de sa vie. Il est blessé, mais il aurait pu définitivement mourir ce soir-là. Voyez donc la séquence avec les informations que Jules vient de nous donner. Ouais, fils de pute. Aïe, 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 Zappé. Zappé. Ça lance, ça lance. Wesh. Wesh, bien fait. Wesh. Fils de pute. Wesh, ça charge. Wesh, ça charge. Voilà, c'est pas carré. Jules. Et finalement, ce qui est tragique, c'est que lorsque nous, on a couvert donc, cette soirée de victoire du PSG, finalement, c'est une violence qui était souhaitée par plusieurs émeutiers. Et le fait de le voir ici, la personne qui filme, se réjouir donc de cette violence, ça n'a rien de surprenant au vu des intentions qu'avaient toutes les personnes qui étaient venues pour sortir parce que ils étaient là finalement pour casser du flic. Ils étaient là pour faire mal à la police, pour détruire des personnes. Et là, on a un policier qui a failli mourir avec des personnes qui s'en réjouissent. Quand est-ce que la justice mettra un stop, Georges Fenech ? C'est ce qui s'est passé hier dans n'importe quelle démocratie, Gauthier, dans n'importe quelle démocratie digne de ce nom. L'honneur et la dignité voudraient que le ministre de l'Intérieur présente sa démission. Avec 170 policiers blessés, dont certains grièvement, coup sur coup, 2 reprises, ça veut dire je suis dans l'incapacité d'assurer l'ordre dans ce pays. Et quand on n'est pas capable d'assurer l'ordre, qu'on est juste capable de dire qu'on a maintenu, finalement sous contrôle, c'est véritablement une honte pour notre pays. Et il a dit c'est pas le chaos. Je ne laisserai pas dire que c'est le chaos. Voilà, moi je vous dis cela. Et d'ailleurs, on est les seuls en France. Avez-vous vu à Arsenal ou en Grande-Bretagne des émeutes comme ça? Alors ils sont revenus à Arsenal, ça s'est très bien passé. Il y a 1,5 million de personnes dans la rue. Ouais, ils sont revenus avec leur coupe de première ligue, ça s'est très bien passé. Et ils ont perdu pourtant, voyez-vous. Donc on est la risée du monde. C'est Elon Musk a tweeté. Oui, plein de dirigeants du monde entier. Et je vous invite d'ailleurs à un peu banaliser ce qui vient de se passer parce que la Coupe du Monde de foot va commencer. Donc il va bien falloir vous habituer à vivre un mois de juin assez chaud de ce point de vue-là. Et j'ajoute... Quand surtout il y a certaines équipes qui jouent. Oui. Parce que quand la CAN se joue, Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. Les matchs ne sont pas en France, les émeutes sont en France. Bien sûr. Honduras, il n'y a pas beaucoup de risques. Et j'ajoute, lorsque nous verrons tous ces petits anges remis en liberté, bien sûr, pour les raisons qui viennent d'être expliquées, la dignité du garde des Sceaux, qui est responsable de la politique pénale dans ce pays, ce serait aussi de présenter sa démission. Ah bon, donc vous voulez que tout le monde démissionne ce matin? Je vous dis, c'est honteux pour notre démocratie, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les solutions, elles existent. Eh bien, les solutions, vous allez les donner après la pause. Nous les connaissons. Eh bien, vous allez les donner après la pause. Je veux bien en discuter avec vous, parce que c'est intolérable. Eh bien, on a encore 1h30 pour en parler, Georges. Donc, on a le temps. Et on va recevoir Garen Chnorokian sur le plateau, qui fait partie de nos 7 journalistes qui ont été mobilisés toute la soirée entre samedi et dimanche, et qui a été agressé. On va vous montrer une séquence de son agression. C'est proprement insupportable. Et puis d'autres séquences où on a tendu le micro, ce qui se fait rarement, aux émeutiers, pour mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent. A tout de suite, 100% Frontières en format édition spéciale. Ça continue sur CNews. De retour dans 100% Frontières en format spécial suite à ce qui s'est passé dans les rues, notamment de Paris, mais pas seulement, entre samedi et dimanche. Et nous accueillons sur le plateau Garen Chnorokian. Bonjour Garen. Bonjour. Vous faites partie des 7 journalistes de la rédaction de 100% Frontières à avoir couvert les émeutes entre samedi et dimanche. Et c'est vous qui avez été agressé, ce qui a donné suite à un communiqué d'Éric Tegner, évidemment, pour dire ce qui s'était passé. Vous allez nous raconter ce que vous avez vécu entre samedi et dimanche. Mais pour l'heure, le rappel des titres, Somaya Labidi.
Au 94e jour de conflit, la tension monte d'un cran entre Téhéran et Washington. Vous découvrez ces images de propagande publiées par les gardiens de la Révolution, montrant une affiche représentant Donald Trump sur un missile accompagné de la légende, jusqu'à ce que le dernier soldat américain quitte la région. Le régime dit avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine après des frappes ce week-end contre des sites radars et de commandements iraniens. Après avoir été publié au journal officiel hier, ouverture de l'aide pour les entreprises de pêche touchées par la flambée des prix du carburant. Une enveloppe de 13 millions d'euros dont une partie est affectée aux frais de gestion du dispositif. Et depuis mercredi dernier, les 3 millions de travailleurs modestes considérés comme grands rouleurs peuvent demander une aide de 100 euros. Plus de 439 000 demandes ont été déposées selon Sébastien Lecornu. Et puis un pétrolier russe a raisonné dimanche dans l'Atlantique par la France, annonce d'Emmanuel Macron sur X qui précise qu'il est inacceptable que des bateaux contournent les sanctions internationales, violent le droit de la mer et financent la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine depuis près de 4 ans. Merci beaucoup Somaya, on vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour un nouveau tour de l'actualité. Deuxième séquence tournée par David avant d'avoir le témoignage de Garel Chnorokian auprès des émeutiers. Quelles sont leurs revendications? Est-ce que c'était anticipé? Oui. Est-ce qu'ils venaient pour casser? Oui, on l'a vu la première fois. Donc voyez cette deuxième séquence. À la suite du programme, à la fin du match, chacun rentre chez soi. T'as la Palestine, faut le dire ça aussi. Eh non, je rigole, ça va découper les tiens. Victoire de Paname, deuxième fois. De pute, ils nous gazent. Niquez vos mères, bande de putes. Voilà, ils nous entendent. Voilà, ils entendent. Après, on va pas se mentir, il y a aussi des casseurs de notre côté, les supporters. Mais voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, j'ai envie de dire. Et là, il y a la police là-bas, ça vous rassure un peu? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on se sent pas du tout en sécurité là. À cause de la police? Ouais, à cause de la police. Vous disiez, Magid, je compte les termes Wallah que j'entends dans ces vidéos. Non, mais à un moment donné, encore une fois, ces jeunes de banlieue, après l'an prochain, ils vont se plaindre en 2027. Je comprends pas pourquoi l'extrême droite est aussi haute. À un moment donné, toutes les images qu'on a vues à chaque fois sur Internet, il n'y avait pas beaucoup de Jean-Guillaume de la Pastelière et le gang de backgammon de Charenton-le-Pont qui sont descendus sur Paris avec leurs mocassins à gland. À un moment donné, les images sont là, voilà, c'est des publics de jeunes d'origine immigrée, voilà, d'origine subsaharienne, d'origine maghrébine. Et après, ça entretient en plus la mauvaise image des gens, encore une fois, comme moi, d'origine africaine, d'origine maghrébine. Et c'est terrible. Moi, je suis même un partisan de la sévérité judiciaire. Pas seulement pour des raisons de pacification de la société, mais parce que même, je sais même que de façon indirecte et ironique, c'est le meilleur moyen de lutter contre la discrimination. C'est-à-dire, si on était dans une société totalement pacifiée, où on nettoyait littéralement des rues, eh ben, il n'y aurait plus des gens d'origine maghrébine ou d'origine africaine subsaharienne qui sévissent dans la société en tant que racailles terroristes, qui passent dans les médias, qui passent à la télé, qui passent sur Internet et entretiennent la mauvaise image, encore une fois, des gens comme nous. Donc on a tout intérêt à ce que les rues soient nettoyées. Mais je voudrais juste dire, c'est M. Fenech, je crois, il me semble. Je vais juste faire une insiste sur ce que vous dites, parce que vous me rappelez, on a passé un long format la semaine dernière, et votre témoignage, Magid, me rappelle ce que disait cette jeune femme, dont la voiture a été prise pour cible, parce qu'elle avait un maillot du Bayern de Munich, donc qui avait joué la demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Et elle s'est fait massacrer sa voiture. Et elle leur a dit exactement ce que vous nous dites. Elle leur a dit, c'est vous qui participez à la stigmatisation et au racisme, parce que avec les vidéos qui tournent, après tout le monde, la mauvaise image. Exactement. Voilà, après certains disent, c'est toujours les mêmes. Et là, elle disait, force est de constater que c'est toujours les mêmes. Et moi, qui suis moi-même musulmane, j'en ai ras-le-bol de devoir subir du racisme à cause d'eux. Et moi, qui suis un ex-musulman, je déplore même pour les musulmans pacifistes en France. Ils doivent en avoir marre à chaque fois. C'est jamais quelqu'un qui caillasse un bus à la gloire d'Odin ou de Jésus. C'est toujours des Wallah après qui se plaignent pas de la criminalité. Mais je voudrais juste dire simplement un petit propos. Moi, à chaque fois, je dis souvent un truc en interview, parfois, quand il s'agit de commenter l'actualité et la violence. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut mettre les Français, les électeurs français devant leurs responsabilités. Vous prenez les 10 dernières années en France, des plus grandes élections, à chaque fois au premier tour. Donc on a tout le spectre des partis de l'extrême gauche à l'extrême droite, comme on dit. À chaque fois, plus d'un électeur sur deux, je dirais même souvent les 2/3, votent pour des partis, en général de gauche à centre-droit, je suis désolé, qui ne proposent pas une seule phrase d'aggravation des peines envers les criminels. Jamais. Ils proposent des mesures techniques des fois du genre plus de budget pour la justice, plus de policiers, mais au bout du bout, ils ne proposent jamais d'aggravation des peines. Donc est-ce que la justice est laxiste ou est-ce qu'elle n'est pas le reflet des électeurs finalement? C'est ça. Alors, faut par rapport à ce que vous dites, on a retrouvé l'extrait Benjamin, qui est le Lucky Luke des chefs d'édition, plus rapide que son ombre. Il a retrouvé l'extrait où il y a justement cette jeune femme qui dit ce que vous dites. Je me suis fait massacrer ma voiture et j'en veux aux émeutiers qui participent au racisme. Écoutez-la.
Ce soir-là, Camélia porte un maillot du Bayern de Munich, l'une de ses équipes favorites. Une tenue qui va rapidement attirer l'attention et provoquer l'hostilité de nombreux jeunes présents sur place. Camélia est violemment prise à partie par des dizaines de supporters. Casse-toi, rentre chez toi. Voilà, après des insultes, sale pute et tout, etc. Le véhicule est dégradé sous ses yeux. Camélia reste totalement sidérée par la violence de la scène. Il y a eu des coups de batte sur la voiture, des coups de pied. Du coup, ils ont cassé les 2 phares arrière, les 2 rétroviseurs, le coffre. Française d'origine marocaine, Camélia déplore le fait que ces violences donnent une mauvaise image des jeunes issus de l'immigration. Dans la vidéo, bon, peut-être il y avait des blancs, mais il y avait aussi plein de noirs et d'arabes. Et je trouve ça triste parce qu'on donne raison aux racistes de se dire c'est toujours les mêmes, mais on voit la vidéo, mais en fait ils ont raison, entre guillemets. J'ai pas envie qu'on nous voit comme des gens qui savent pas se comporter, qui vandalisent une voiture pour un sí ou pour un non, vous voyez, parce que moi, Dieu merci, je suis musulmane, je sais pas du tout comme ça que notre religion, elle nous dit de fonctionner, vous voyez. C'est rien à voir avec les valeurs que l'islam nous apprend, nous, vous voyez. Donc c'est très intéressant le témoignage de Magid, le témoignage de cette jeune femme qui n'en peuvent plus du profil de ces émeutiers. Et bien sûr, ils en ont ras-le-bol. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des responsables politiques qui prétendent défendre ces communautés, qui prétendent défendre ce qu'on appelle les jeunes de quartier, eh bien en fait, ils vont dans le sens effectivement de la stigmatisation. Mais vous parliez tout à l'heure de la justice, moi je pense aux parents. On a aujourd'hui, j'ai l'impression, des parents qui n'en ont absolument rien à faire de se dire qu'ils vont voir leurs jeunes se retrouver comme ça, les caillasser, les insulter. C'est absolument lunaire cette dynamique-là. On a toujours en tête que, soi-disant, les parents, eh bien, ils s'occupent bien de leurs enfants. Mais aujourd'hui, il faudrait mettre en place des sanctions. Il faudrait les virer des logements sociaux. Il y a certains quartiers où il y a 50% des habitants qui sont dans des HLM, pendant qu'il y a des sans-domicile fixe dans toutes les villes de France. Ça, c'est un énorme problème. Les allocations familiales, c'est la même chose. Le RSA également. Et donc, c'est insupportable et ce sont souvent d'ailleurs des jeunes en échec scolaire à qui on va donner des bourses, à qui on va donner plein de choses et où les responsables politiques, notamment de gauche, vont dire que le problème de tout ce qu'on a vu là, eh bien c'est un problème tout simplement social, comme s'ils n'avaient pas finalement d'argent alors qu'on les voit déjà avec des maillots qui coûtent bien cher. Il y a quand même un cas de figure, je vais mettre de la nuance. Attention, moment nuance, ça m'arrive pas tous les matins. C'est les mamans solo. C'est-à-dire qu'une mère, quand elle a 2 fils de 20 ans qui font le triple de son poids, qui sont musclés, elle va pas aller se battre, elle va pas leur dire tu restes dans ta chambre, ou même à 17 ans, tu restes dans ta chambre, tu vas pas tout casser. Oui, mais c'est passionnant. Alors qu'elle se tue à la tâche, etc. Mais vous savez vous avez raison, mais un député LFI, vous savez ce qu'il dirait pour compléter ce que vous dites ? Eh ben, c'est bien la raison pour laquelle il faut pas mettre le père en prison. C'est-à-dire que souvent, le père, il s'est barré. Le père, il s'est souvent barré. Il y a aussi des pères qui sont en prison. Et donc, il y a certaines personnes de gauche qui vont dire que c'est bien le problème, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas pour, finalement, une restriction judiciaire. Il faut créer des écoles militaires spécialisées. Et à chaque fois qu'un enfant devient un voyou, déjà, je pense qu'il faut abaisser l'âge de responsabilité pénale, mais surtout, il faut créer une alternative. Parce que si l'État interdit aux parents de punir, alors évidemment, ça va de soi, de faire des violences envers les enfants, c'est-à-dire ne pas leur mettre la claque dans la gueule, ce qui est évident, il faut au moins qu'il y ait une alternative. Si on dit juste aux parents, la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de hausser le ton, ça va pas suffire. Donc il faudrait même que les parents soient assistés quelque part et même qu'ils aient pas le choix. C'est-à-dire on leur dit à un moment donné, si votre gamin il se retrouve récidiviste parmi des émeutiers ou ce que vous voulez, en admettant qu'il ait rien cassé ou quoi que ce soit, au minimum il va faire un petit séjour dans une école militaire. Il faut venir en aide à ces mamans seules qui sont souvent dépassées par leur enfant qui a pris totalement le dessus sur elles. Reda Bellage, est-ce que vous retrouvez toujours les mêmes profils dans les interpellés et est-ce que vous êtes fatigué vous aussi de cela ? Oui, c'est triste, mais c'est une réalité. Hein. Ceux qui veulent pas l'admettre, c'est que je pense qu'ils veulent, c'est une volonté ou une idéologie, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, en tout cas, force de l'ordre, il y a pas 36 000 solutions. Il y a des jeunes encore, parce que moi je viens de banlieue aussi, je pense qu'il y en a qui veulent s'en sortir. Et je pense que les individus qu'on a vus samedi soir, ils veulent nuire. Et ils nuisent beaucoup aux jeunes qui veulent s'en sortir. Je pense que cela, on peut encore faire de la dissuasion et de la prévention. Mais ceux qu'on a vus samedi soir, c'est fini. C'est trop tard. Je pense que c'est vraiment trop tard. Cela, il faut si on veut changer les choses, mais apparemment, au vu du bilan de l'année dernière et du bilan de ce week-end, je pense qu'il n'y a pas vraiment une volonté de changer les choses. Mais si vous voulez changer les choses, c'est peine minimum à partir du moment où vous attaquez un policier, un pompier, un personnel de santé. Et là, vous inquiétez pas. Il y avait la loi là, je vous le garantis, jusqu'ici, ça fait 1 an que je ne me trompe pas sur ce qui va se passer et ce qui se passe au final. Ça va calmer tout le monde.
Ça va calmer tout le monde. L'année dernière, on a eu, j'ai repris les chiffres, 22 forces de l'ordre blessées après la finale. 22 forces de l'ordre blessées. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y en a 178. Et on est passé de 5 villes à 70 villes, je crois. Donc c'est exponentiel, en fait, l'année prochaine. Vous trouvez que le bilan, il est bon? Donc ce que vous allez dire, c'est que l'année prochaine, ça augmentera à nouveau, puis ça augmentera tout. Si rien n'est fait... En mettant 2500 policiers de plus. Mais moi, ce que je constate, et les remontées qu'on avait tout le week-end, parce que je vous garantis que mes collègues n'ont pas arrêté, et moi aussi, voilà, c'est mon travail, mais on n'a pas arrêté non plus, c'est que des munitions, on n'en a plus, en fait. Je ne sais même pas comment on va faire. La Coupe du Monde commence dans 15 jours. Je ne sais même pas, en termes de munitions au niveau de la préfecture de police, comment on va faire. On s'est battu toute la semaine. Je l'ai dénoncé sur ces plateaux. On a eu gain de cause. On s'est battu toute la semaine pour que les collègues aient de l'eau et à manger. Tous ceux qui étaient décalés, on était censé leur donner de l'eau et à manger. Samedi, ça a été pour certains. Dimanche, j'ai commencé à recevoir des appels, des textos. La majorité des effectifs, ils n'avaient ni à boire ni à manger. Donc quand je vous dis que le contrat, nous demande toujours de le remplir, et on essaie de le faire tant bien que mal, mais par contre, l'administration, notamment la préfecture de police, aujourd'hui, elle n'a pas rempli son contrat ce week-end. Garenne Chdorokian, vous étiez donc sur le terrain entre samedi et dimanche, vous avez été agressé, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en train de couvrir les manifestations et les débordements au Trocadéro. Vers 23h30, on est en train de marcher sur place, et je vois une bouteille en verre qui s'explose à mes pieds. Je me dis... Est-ce que c'est encore une bouteille lancée au hasard? Et derrière moi, j'entends frontière enculé, frontière fils de pute. Je me retourne et je vois une bouteille de Heineken jetée en pleine face qui arrive à pleine vitesse vers mon visage. Je me recule, je l'évite. Et en fait, on commence à m'insulter et je vois quelqu'un qui fonce sur moi pour se jeter sur moi et pour m'agresser. C'était des gens qui étaient cagoulés, habillés tout en noir. Et en fait, je rejette le premier avec mon pied, je tombe en arrière et ils se jettent sur moi. Une dizaine de personnes et commencent à me frapper en insultant frontière, bien sûr. Des coups de pied dans le dos, des coups de pied dans les côtes, sur les bras, des coups de poing, des coups de parapluie. Je réussis à me relever, j'en attrape un, on se jette sur une voiture et là, il y en a 2 autres qui se jettent sur moi. Je prends encore des coups de parapluie, j'arrête un coup de parapluie à la main, je me retrouve par terre, encore des coups, j'essaie de reculer, je retombe et je commence à courir. Des dizaines de gens en train de courir derrière moi pour essayer de me frapper, pour m'agresser, comme il avait fait quelques secondes avant. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé samedi soir au Trocadéro. Alors on a une séquence, c'est très furtif, que vous filmez avec votre téléphone, c'est 3 secondes, mais c'est pour vous montrer ce qui s'est passé pour Garenne et la violence de la scène. Filmez. Voilà, donc là, c'est le caméraman qui filme parce que justement, nous, en tant que journalistes sur le terrain, on n'a qu'un seul bouclier, c'est notre caméra et notre micro. Et quand je vois, ça c'était après le jet de bouteille en ma direction, quand je vois qu'ils nous foncent dessus, je dis à mon caméraman qui est un freelance, je dis filme-les, parce que ça va être le seul moyen qu'on va avoir de documenter. Sauf que mon caméraman, lui aussi, s'est fait attaquer à plusieurs bleus et parti en courant dès les premiers coups qu'il a reçus. Donc il a réussi à sauver ces quelques secondes d'image, mais c'est tout ce qu'on a, parce que malheureusement, on ne peut pas se défendre face à des gens aussi violents, aussi sanguinaires, qui veulent juste blesser, voire tuer. Alors ça s'était déjà passé lors de la demi-finale de la Ligue des Champions, on en avait parlé le matin même, avec un jeune homme, Charles, qui s'était retrouvé à l'hôpital le soir même, qui était le caméraman, je crois, à ce moment-là, de Guillaume Fouquetot, et donc qui avait pris plusieurs jours d'ITT. Donc c'est-à-dire que maintenant, on le sait, pour nos équipes, là il y avait 7 personnes sur le terrain, il y a un risque pour leur intégrité physique. Oui, sauf que vous savez, habituellement, on prend également des services de sécurité. Là, on était au Trocadéro, c'est-à-dire qu'on est en plein cœur de Paris. On n'est pas dans le 93 ou dans certaines banlieues chaudes. Alors évidemment, Garenne, il a porté plainte hier matin. Il était chez le médecin hier parce qu'évidemment, il a beaucoup de bleus. Il boite aujourd'hui. Moi, ce qui me sidère, en fait, c'est qu'on n'est pas sur un reportage, parfois, où ça peut arriver, où la personne interviewée s'excite, où il y a un attroupement autour et finalement, ils veulent s'en prendre aux journalistes. Là, on était véritablement sur un commando de 10 personnes cagoulés qui étaient organisés, qui ont reconnu Garenne au loin et qui se sont dit on va s'organiser et on va l'attaquer. Et ça, c'est absolument insupportable. Et moi, dans le fond, ce qui commence à me choquer, même ce qui commence à me révolter, là où j'en ai clairement ras-le-bol, c'est qu'il n'y a aucun responsable gouvernemental aujourd'hui qui réagit. C'est-à-dire que tous les mois, on a ce type d'agression. Ils vont se dire il y a un journaliste de Frontières ou il y a un journaliste de CNews, on s'organise, on se cagoule et on va le tabasser. Et ça, c'est insupportable. Et effectivement, notre cadreur, aujourd'hui, il est totalement traumatisé de ce qui peut arriver. Évidemment, ils continuent leur boulot, mais ils attendent quoi en fait pour se réveiller? C'est-à-dire qu'ils vont nous expliquer que ça s'est bien passé,
Et il faudrait mettre finalement sous le tapis toutes ces différentes problématiques, comme si c'était normal qu'au Trocadéro, un journaliste se fasse attaquer. Et encore une fois, on se retrouve sur du 10 contre 1. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même courage, les mêmes individus qui sont incapables tout simplement d'assumer leurs responsabilités. Vous n'avez pas reçu de messages de confraternité, de médias mainstream. Alors, vous n'avez pas vu des sociétés de rédaction se mobiliser. J'ai reçu des messages qui va du Figaro à CNews. Voilà. Tout le reste, par contre, j'ai rien reçu. Ni Le Monde, ni Libération, pourtant dont je connais beaucoup de journalistes, ne m'ont écrit pour me souhaiter un prompt rétablissement. Il y a un manque de confraternité délirant quand il s'agit de frontières ou de CNews. C'est assez effrayant. Et comme le disait Eric, j'ai envie de vous entendre là-dessus, vous avez déposé évidemment une plainte. Bien sûr, j'ai déposé plainte le dimanche matin, je suis allé au commissariat. Les policiers n'avaient pas l'air surpris de ma plainte. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'il y en ait même beaucoup plus. Ils sont habitués. Aujourd'hui, les journalistes qui se font attaquer, ça ne fait plus parler. C'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Donc en 2 nuits, demi-finale, finale, 200 policiers blessés, Georges Fenech, des journalistes agressés, mais selon le ministre de l'Intérieur, c'était globalement sous contrôle. Oui. Et je ne parle pas des magasins, on va en parler avec Tony Pitaro, avec Jordan Florentin, des magasins qui ont été massacrés. Oui. Bon, Majid a dit tout à l'heure, il faut aggraver les peines. Vous avez dit. Les peines, vous savez ce que c'est les peines prévues pour ce genre d'affaires? C'est 20 ans de réclusion criminelle, 30 ans si jamais il y a un décès, 20 ans s'il y a une infirmité, 15 ans et 10 ans avec incapacité de travail. Le problème, c'est que ces peines ne sont jamais appliquées. Pourquoi les Français, quand ils voient ces scènes, ils se posent la question, comment se fait-il que les juges n'appliquent que des travaux d'intérêt, à quelques exceptions près, travail d'intérêt général, stage de citoyenneté, comment se fait-il que les juges ne sanctionnent pas? La réponse, elle est claire. Ils ne sanctionnent pas parce qu'ils estiment, pour une frange de la magistrature, que ces jeunes issus d'immigration ont une créance sur la France. Du crime de colonisation. D'ailleurs, c'est le président de la République qui est allé en Algérie reconnaître... Si c'est vrai, c'est extrêmement grave ce que vous nous dites. Mais bien sûr. Mais vous avez des juges qui... Je vous invite à lire leur revue syndicale GSM. Je vous invite à vous rappeler aussi, lorsqu'ils sont allés à la fête de l'UMA, n'est-ce pas, tenir un stand sur les violences policières, lorsqu'ils ont rendu une contre-circulaire, ça s'était jamais vu, à celle du garde des Sceaux à l'époque, Éric Dupond-Moretti, qui demandait de la fermeté contre ces émeutes, ils ont rendu une contre-circulaire en disant attention, surtout pas, c'est la fermeté contre les violences policières. Et ne parlez pas d'émeutiers, ce sont des révoltés de ce crime contre l'humanité, révoltés de ces discriminations, et donc il faut les comprendre, il faut les excuser. Alors vous allez me dire, mais quelle est la solution? Il faudra dans le long terme revoir tout le recrutement de la magistrature et le rôle du syndicalisme. Mais quelle est la solution immédiatement là? Je pense qu'on pourrait retirer ces affaires de violences organisées, ce ne sont pas des violences individuelles, de violences organisées aux juridictions de droit commun, à Paris notamment. Ça c'est intéressant. Attendez, je veux juste faire une incise là-dessus parce que je l'ai entendu tout le week-end. Des gens se demandaient, mais est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'ils se donnent le mot? Parce que c'est pas possible que ça soit de cette ampleur-là. Et donc là, ça peut être association de malfaiteurs, etc. Est-ce que pour vous, Georges, sans tomber, parce que maintenant, dès qu'on pose des questions, on va être traité de conspirationniste. On assume. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est prémédité, organisé, planifié? Oui, quand vous arrivez avec ces nouvelles armes de Kalachnikov, mortier, etc. Quand vous arrivez... Kalachnikov. Ils sont arrivés avec du mortier d'artifice. Non, mais ces espèces, on dirait des Kalachnikov. Ah oui, c'est ça, oui. Qui lancent des mortiers. Ça tire en rafale. Voilà, ça tire pas encore, pour l'instant. Mortier d'artifice. Des véritables munitions létales, mais on peut le craindre. Moi, je pense qu'il faut retirer ces affaires-là. Il y a eu la bombe artisanale. Il y a eu la bombe artisanale de juridiction. Non, mais moi, je veux rester là-dessus. C'est pour vous, c'est organisé. Oui. Moi, j'ai envie d'avoir votre sentiment là-dessus. C'est organisé. Ça ne se produit pas comme ça. Le Figaro expliquait dans un article, c'est le début de l'article, qu'ils sont organisés dans des boucles WhatsApp. Et c'est à travers les informations. Une boucle WhatsApp, c'est pas juste sur un réseau social où vous mettez une vidéo en disant allez, on y est. Une boucle WhatsApp, c'est on s'organise. Et donc certains jeunes même qui n'avaient pas prévu de venir ont vu cette organisation et se sont donc dit on se déplace. Donc c'est une évidence. Même sans boucle WhatsApp, on sait à l'avance 2 semaines avant la finale, on savait tous que ça allait arriver. Donc, mais je vais vous donner la parole. On a encore une. Mais Reda Bellage, est-ce que pour vous c'est organisé ce qui s'est passé? Bien sûr. C'est une blague, j'espère. Non, parce que je vous jure qu'il y a des gens qui vont dire mais non, c'est des jeunes qui passent par là. Non, il faut ça. Ça fait un an que tous les
pseudo-supporters, parce que c'est pas des supporters sur les réseaux sociaux, ils disaient les gars, on se prépare, si Paris fait le back-to-back, on va brûler Paris. Donc à un moment, bien sûr que c'est organisé, bien sûr que c'est prémédité, et bien sûr que quand ils arrivent par miracle ou grâce à notre travail devant un juge pour être jugés, et ils disent que c'est pas vrai. Et bien sûr, quand ils sont auditionnés, qu'on demande l'accès à leur téléphone portable, ils nous disent non, et c'est une infraction. Mais il risque rien par rapport à l'infraction qu'il commet, le fait de ne pas ouvrir son portable, il va pas être sanctionné. On l'a vu pour un black bloc sur les manifs du 23 septembre contre les violences policières. J'ai été au jugement, il a refusé d'ouvrir son portable, donc on n'a pas pu avoir accès aux boucles. Et ça change. Ça rentrait dans ces... Si on prouve que c'est organisé, effectivement, comme le dit Figaro, avec des boucles WhatsApp, ça peut changer aussi les choses d'un point de vue pénal. Oui, Jules. Quand Laurent Nunez dit « nous nous attendons à ce qu'il y ait des émeutiers et nous n'arriverons pas à les contenir », je suis obligé de vous refaire le CV de Laurent Nunez. Il a dirigé la DGSI, il a dirigé la préfecture de police de Paris et il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. C'est sans doute l'une des 3 personnes les mieux informées en France. Donc évidemment que dans la manière de parler de Laurent Nunez, la traduction qu'on peut faire, c'est évidemment qu'il y a des personnes qui sont là, qui organisent et qui font une sorte de système pour aller casser du flic et déstabiliser l'État. Il faut retirer ces affaires aux juridictions de droit commun, les confier à la juridiction d'exception qui s'appelle JUNALCO, que vous connaissez, la juridiction nationale de la criminalité organisée. On a d'ailleurs créé un PNALCO, un parquet national contre la criminalité organisée. Il faut saisir ces juridictions de façon à avoir des sanctions véritables. Et vous l'avez effleuré tout à l'heure, Gauthier, il faut recréer ce qui a été supprimé par la gauche en 81, le délit de la loi anti-casseurs. Tu en prends un, il prend pour tout le groupe. Mais dès lors que vous êtes dans un groupe qui commet des violences, vous n'avez plus besoin de démontrer que c'est vous qui avez cassé telle vitrine ou envoyé tel mortier. Il est coupable d'être dans ce groupe-là et c'est ainsi qu'on peut les condamner. Voilà. On va se retrouver dans un instant. Je vais remercier Reda Bellach d'avoir été avec nous ce matin. Et puis évidemment, penser à tous les policiers, particulièrement les 200 blessés, effectivement, entre ces 2 soirées. Aussi ceux qui ont été blessés par cette bombe artisanale, puisque la procureure de Paris a dit que les séquelles étaient très graves. On pense évidemment à eux. Merci Garenne d'avoir témoigné ce matin. On va accueillir Sabrina Birlin-Bouillet et Jordan Florentin. On va faire un point précis sur tous les chiffres des interpellations et des comparutions immédiates qui vont avoir lieu dans les prochaines heures. Est-ce que ça se passera mieux que l'année dernière, où il y avait eu seulement un seul petit mandat de dépôt? On verra ça, on suivra ça. Peut-être que on peut être déçu, il peut y en avoir 0, Eric. S'ils en font 2, ils vont dire on a doublé les scores. Donc ne soyez pas trop optimistes, ça vous ressemble pas. À tout de suite. Oui, 2, ils vont dire plus 100% de sévérité. Il est midi pile sur CNews dans 100% Frontières. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Julien Audoux, le député du Rassemblement National, nous a rejoints, ainsi que Sabrina Birlin-Bouillet du service police-justice de CNews. Bonjour à tous les deux. On va faire un point évidemment sur les 11 comparutions immédiates. Combien de ces comparutions immédiates se retrouveront avec des peines de prison? Suspense. Et puis Julien Audoux, évidemment, vous allez débriefer avec nous, comme on l'a fait en première heure, ce qui s'est passé dans les rues de France. Mais pas d'inquiétude, c'était globalement sous contrôle, nous dit Laurent Nunez. Mais pour l'heure, le journal à midi pile de Somaya Labidi. Direction le tribunal judiciaire de Paris. Pour commencer, c'est là que vous vous trouvez. Tanguy Hameau, bonjour. Tanguy, vous suivez les comparutions immédiates suite aux nombreuses interpellations effectuées ce week-end en marge de la finale de la Ligue des Champions. Plus de 890 interpellations, dont 569 à Paris. 11 dossiers vont être examinés à partir de 13h30. Racontez-nous. Oui, exactement. 11 comparutions immédiates aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Ce sont aujourd'hui les faits les plus graves qui vont être jugés en comparution immédiate, a dit la procureure de Paris. Des faits de violence tout simplement contre les forces de l'ordre, des faits qui peuvent être punis, je le rappelle, jusqu'à 7 ans de prison suivant les circonstances. Alors on va suivre de près la réponse que va apporter la justice, car on sait qu'il s'agit là d'un sujet toujours très observé, commenté. Ces comparutions immédiates vont aussi permettre d'en savoir plus sur le profil de ces individus. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Sont-ils déjà connus de la justice? Sont-ils même peut-être des récidivistes pour des faits de violence contre les forces de l'ordre? Et enfin, quelles explications vont-ils donner quant à leur présence samedi soir dans le chaos qu'a connu la capitale? Toutes ces précisions, Tanguy. Merci également à Emma Laureau qui vous accompagne.
Alors qu'un suspect a été placé en garde à vue, un appel à témoins a été diffusé pour tenter de retrouver Liana, une collégienne de 11 ans disparue depuis vendredi. Les gendarmes continuent de ratisser la zone de Florence et vont lancer une nouvelle battue cet après-midi. Des recherches qui s'intensifient, comme nous l'explique le commandant du groupement de gendarmerie du Gers. Les recherches se poursuivent, elles ne se sont pas arrêtées depuis vendredi, depuis que la gendarmerie a été avisée de la disparition de Liana. Elles se poursuivent dans plusieurs directions. Les investigations qui sont confiées à la section de recherche et les recherches opérationnelles avec un certain nombre de moyens qui ont été engagés pour maximiser nos chances de retrouver la petite ou à défaut de trouver des éléments qui permettent d'orienter les recherches. C'est des moyens sur un spectre large, des moyens aériens avec des hélicoptères, des drones équipés de différents optionnels thermiques, phares de recherche, des moyens également nautiques et subaquatiques pour travailler en surface et sous la surface, des moyens terrestres évidemment, à pied. Au 94e jour de conflit, l'Iran réaffirme que tout accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre était conditionné à un cessez-le-feu au Liban où l'armée israélienne frappe des positions du Hezbollah. Déclaration du porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaël Baghaei, lors d'une conférence de presse tenue à Téhéran. Et puis retour en France avec André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis plus de 40 ans, qui est décédé à l'âge de 85 ans. Il avait été réélu lors des dernières élections municipales avec 48% des suffrages exprimés, confirmant une nouvelle fois son ancrage dans cette ville de l'Ouest parisien qu'il a profondément transformée au fil des décennies. Les habitants se disent choqués et attristés. Écoutez. On est choqués, on est tous choqués. On ne s'attendait pas. Je sais qu'il était malade, c'est vrai. Mais pas partir comme ça, c'est dur, c'est très dur. Et ça me fait beaucoup de peine. C'est quelqu'un que j'avais apprécié par l'intermédiaire de ma sœur et ça va laisser un grand vide dans Issy-les-Moulineaux. Je n'ai toujours entendu que du bien de cette personne. Je l'ai vu aux dernières élections, très amaigri, très affaibli. Malgré tout, moi, j'ai pas compris pourquoi il s'est représenté, vu son état de santé très faible. Mais bon, il était attaché à sa vie depuis 1980, je crois. Donc il a fait beaucoup pour Issy-les-Moulineaux. Je suis surpris, attristé. Je garde un bon souvenir de lui, qu'il repose en paix. Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité à midi, Gauthier. Merci beaucoup, Somaya. Je vous propose tout de suite une séquence tournée par les équipes de 100% Frontières pour vous montrer ce qui s'est passé dans les rues de Paris ce week-end. Vous allez voir des mouvements de foule après des affrontements avec les CRS, des drapeaux algériens, des, je cite, Bardella nique ta mère, des drapeaux palestiniens, des on est chez nous. Ah tiens, eux, ils ont le droit de dire on est chez nous. Et des maillots de l'OM brûlés. Voyez donc cette séquence avec tout ce que je viens de vous décrire. C'est tourné par les équipes de 100% Frontières et monté par Benjamin Olivier.
entend Nick Lafrance sur cette dernière image. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce qu'on voit sur ces images, Julien Audoul? C'est la confirmation que nous avons une partie du peuple français qui est totalement à côté de la France, qui la méprise, qui la déteste, qui trouve n'importe quel prétexte pour déchaîner sa haine, sa violence, le goût de casser, de détruire. Dans tous ces gens-là, effectivement, on est très très loin d'un match de foot. On est loin de supporters anodins. On est sur un club de racailles qui profite de la liesse populaire pour s'adonner à son passe-temps favori. Moi, j'aimerais, parce que, encore une fois, il faut qu'il y ait des réponses politiques. On voit des images. On voit des gens qui sont identifiés, ou en tout cas identifiables. N'importe lequel là, qui frappe, qui s'en prend à ce feu de croisement, j'aimerais qu'il soit condamné à payer une partie de ce mobilier urbain. J'aimerais que tous ces gens-là soient retrouvés, un par un, interpellés chez eux, et que s'ils ne peuvent pas payer, que ce soit les parents qui payent. Et si les parents ne peuvent pas payer, qu'on les prive de leurs allocations familiales ou de leurs aides sociales. Voilà. Ce serait la réponse en fait, de l'État pour empêcher ce genre de débordement. Pareil pour les messages de haine, les appels à la violence, Alors vous avez les vu, drapeaux et autres, ils reprennent et les un éditions slogan communautaires. historique du Front National et du Rassemblement National en disant « on est chez nous ». Mais malheureusement, ils sont chez eux, puisqu'il n'y a, C'est de la conquête de territoire. Il n'y a pas de réponse. Mais oui, c'est de la conquête. Ils sont chez eux parce qu'on les a laissés faire ce qu'ils veulent. Année après année. Ça fait combien de matchs de foot en fait qui sont dévastés et pourris? On a eu la Ligue des Champions en 2022 au Stade de France. On a eu l'an dernier la finale gagnée par le PSG. On a tous les matchs pratiquement de l'Algérie pour les Coupes d'Afrique des Nations. On a l'impression en fait que c'est la Coupe de France des Nations. Mais très clairement, il faut à un moment donné que ça tombe. Il faut que les sanctions tombent, elles soient impitoyables et qu'on fasse des exemples. Qu'il y ait des campagnes de publicité du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur en disant voilà, un tel ont été condamnés à réparer, à payer ou on fait une courte peine de prison, c'est tout. On va parler des comparutions immédiates dans un instant avec Sabrina, mais est-ce qu'il y a une volonté de conquête du territoire, Majid, derrière ces images, derrière ces « on est chez nous » ? À un moment donné, il ne faut pas se cacher. Moi, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais c'est une réalité que beaucoup de Français d'origine étrangère comme moi voient très bien. Il y a des gens qui sont d'origine nord-africaine ou subsaharienne en France qui se comportent mal à la fois parce qu'il y a un terrain juridique favorable. Évidemment, ils sont nés dans une France tellement laxiste que rien ne les dissuade. Il faudrait qu'ils aient, encore une fois, dans leur imaginaire collectif, l'idée de... Ils débordent, ils se comportent mal, il y a une sanction publiée, effectivement, médiatisée, je suis tout à fait d'accord, mais à la fois, il y a aussi une réalité, il y en a beaucoup parmi eux, sans doute par haine de la France. Moi, par exemple, regardez, je suis un Français d'origine maghrébine. Quand j'étais jeune, j'ai vu un nombre anormal, ça ne relève que de mon expérience personnelle, j'ai vu un nombre anormal de Français d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, adolescents, enfants qui prétendaient détester la France, niquer la France qui les aurait colonisés. Ce discours, forcément, c'est des gens plus grands qui l'auront mis dans la tête. C'est des adultes, c'est leurs parents, c'est des adolescents un peu plus grands qu'eux. C'est complètement anormal. Moi, imaginez, je sais pas, je me sens français évidemment avant tout. Imaginez, je grandis en Allemagne, je passe mon temps à déplorer votre Allemagne, ce qu'elle a fait à ma France, elle a occupé la moitié de mon pays, ce que Hitler a fait. Mais dégagez d'un pays que vous détestez, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent vivre dans un pays qui détestent? Si vous n'êtes pas content, cassez-vous. Moi, j'en ai marre, vraiment. En plus, on se ridiculise devant le monde entier. Moi, je veux bien un pays qui soit faible. Je sais pas, je mets un autre contexte, mais disons un contexte de guerre entre deux puissances dans le Moyen-Âge, et il y a un pays qui perd face à un pays plus fort. Mais là, en fait, on perd. On a une faiblesse consentie, en fait. On aurait tous les moyens juridiques, matériels, policiers, mais en fait, c'est volontairement, on se laisse noyer. C'est comme la guerre avec le narcotrafic. Voilà, la guerre, elle est faite que d'un côté. Les narcotrafiquants font la guerre à l'État. L'État ne répond jamais. Bien sûr. Je veux qu'on écoute Jordan Bardella, qui a eu des mots très forts, qui a parlé de risque de guerre civile, qui a dit qu'il y avait des risques d'intrusion dans les domiciles personnels et que ça pouvait se terminer comme ça. Écoutez le président du Rassemblement national. J'ai été horrifié par les scènes du week-end. Nous avons vu en plein Paris des scènes de quasi-guerre civile. Des commerces ont été pillés, vandalisés, des policiers ont été pris à partie. Et si j'ai accepté votre invitation ce matin, c'est pour lancer un message d'alerte aux Français et leur dire réveillez-vous. Réveillez-vous parce que la France est en train de devenir un pays où la vie et la fête sont devenues aujourd'hui totalement impossibles. Il n'y a plus
une seule manifestation liée au football, sans que cela dégénère systématiquement et que l'on voit se reproduire des comportements qui sont des comportements de prédateurs. Et je dis aux Français, réveillez-vous parce que dans quelques temps, ils casseront la porte des immeubles et ils rentreront dans vos appartements. Voilà, Jules Torres, et vous rappeliez que le commissariat du 8e arrondissement a été pris pour cible. Oui, non, mais c'est-à-dire que moi je pense que Jordan Bardella doit se satisfaire de ce qui s'est passé. C'est parce que c'est-à-dire que à chaque fois ce qu'on voit, que ce soit l'année dernière, que ce soit lors de la demi-finale, je pense que c'est un appel à voter pour le Rassemblement national. Il doit le déplorer, il doit se dire ça. Bien sûr qu'il s'en doit le réjouit déplorer pas. en même temps. Il ne se réjouit pas de ces images. C'est-à-dire qu'il est absolument horrifié par ces violences-là, mais c'est-à-dire que c'est ce que les émeutiers n'ont pas conscience. C'est-à-dire que à force de piller, à force de s'en prendre à des commissariats du 8e arrondissement, là on n'est pas à Trappes ou à Bobigny. C'est-à-dire que c'est normalement un endroit extrêmement calme. Non, en réalité, tous les arrondissements ont été touchés, 70 villes françaises ont été touchées par ces émeutes. Et évidemment que quand vous êtes la France des honnêtes gens et que vous voyez ce genre d'image, vous vous dites, à un moment donné, il y a un problème. Et quand vous voyez Jordan Bardella parler ce matin, vous vous dites qu'il colle peut-être plus à la réalité que Laurent Nunez. Moi, j'ai vu ce week-end sur d'autres chaînes d'information en continu, par exemple l'excellent Dominique Rizet qui parlait des attaques au couteau, qui parlait des attaques contre le commissariat du 8e arrondissement, et les présentateurs, ou la présentatrice en l'occurrence, disaient quasiment en substance: attention, on ne peut pas tout dire, le cabinet du ministre de l'Intérieur nous regarde. Non, mais à un moment donné, on est quand même dans un pays où il y a d'abord une liberté d'expression et où on n'est pas obligé d'être dans la culture de l'impunité ou la culture de l'excuse. Parce que ces jeunes-là, pourquoi ils font ça ? Parce que d'abord, pour les mineurs, ils savent très bien qu'il n'y aura aucune sanction. Pour ceux qui sont majeurs, ils savent très bien que dans la plupart des cas, l'année dernière, c'était 5% de condamnation ferme. À un moment donné, bien sûr qu'ils vont continuer à faire ça. Bien sûr qu'à chaque match, il va continuer à faire ça. Donc la question, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va être toujours aussi fort en football ? Parce que tant que le Paris Saint-Germain jouera à ce niveau-là, je peux vous dire qu'on aura des émeutes. Mais par contre, c'est vrai, le ministère de l'Intérieur nous regarde. Moi, c'était la préfecture. La dernière fois, il ne fallait pas parler de violence urbaine. Alors, j'ai reçu aucun de message depuis ce matin. Il ne fallait pas parler de violence urbaine. Il ne fallait pas dire que ça avait duré toute la nuit. Pas de chaos. Là, il faut dire que ça s'est globalement bien passé et qu'il n'y a pas eu de chaos. Si, les images qu'on montre prouvent le chaos par A plus B. Mais vous savez pourquoi ils disent que ça s'est bien passé ? Parce que eux, leur seule peur, c'était ce qu'on appelle des violences policières. C'est ça, en fait, l'objectif dans ce genre de moment, dans ce genre d'émeute. D'abord, la première consigne qui va être donnée, notamment aux forces de police, c'est allez-y mollo. Parce qu'il ne faudrait surtout pas que derrière, il y ait une émeute encore plus grave, parce que peut-être à un moment, vous allez faire un peu mal à un manifestant qui est ici de façon illégale. C'est ça qui est absolument on voit même que la dissuasion, elle ne marche pas. Mais bien sûr, vous mettez 8000 policiers et gendarmes à Paris, 3000 de plus que l'an dernier, vous avez autant d'interpellations, autant de gardes à vue, autant de manifestants. Je vous rappelle qu'à Budapest, là où il y avait le match, avec 10 000 supporters anglais qui sont venus avec des faux billets, et là pour le coup c'était des vrais supporters anglais, il y avait 4000 policiers et gendarmes. Sabrina, 11 comparutions immédiates. Qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont les profils, les chances de les voir derrière les barreaux ce soir ? Alors, je ne vais pas faire de pronostic. 11 dossiers qui passent aujourd'hui en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Paris. Il faut s'attendre surtout à des dossiers assez importants parce que la priorité judiciaire a changé cette année. C'est ce qu'a expliqué la procureure de Paris, Laure Becchio. Il est maintenant prioritaire de s'occuper des cas les plus graves, ceux qui ont commis ou qui sont soupçonnés d'avoir commis des violences envers les forces de l'ordre. Ils sont à plus de 50% par rapport au taux de gardé à vue, en tout cas sur Paris. Donc aujourd'hui, les 11 seront sans doute pour la plupart soupçonnés donc, de violences commises sur les forces de l'ordre. Concernant leur profil, on sait que ce sont majoritairement des hommes. Il y a très peu de femmes qui ont été interpellées, que ce soit du côté des majeurs ou des mineurs. Il y a plus de mineurs qu'en 2025 qui ont été interpellés, en tout cas sur Paris. Le plus jeune gardé à vue sur Paris actuellement, c'est un garçon de 13 ou 14 ans. Il est né en 2012 et dans son ensemble, concernant les mineurs, ils proviennent tous de régions parisiennes. Voilà, donc on attend de voir à quoi s'attendre, vous me demandez. C'est très délicat. On sait qu'en tout cas, en termes de... L'année dernière, on se souvient que c'était minable le nombre de mandats de dépôt. Il y en avait eu un, je crois, sur l'entièreté des comparutions immédiates. Alors en termes de volonté judiciaire, la procureure de Paris, voilà ce qu'elle dit. Elle dit que pour justement changer la donne de l'année dernière, la priorité a été d'interpeller et de mettre en garde à vue ceux qui ont commis des violences contre les policiers. Parce que là, c'est suffisamment caractérisé pour aller plus loin. Les autres, il y avait notamment des dégradations. Bon, dégradations, il y en a évidemment. Il n'y en a pas que 11 qui s'en sont pris aux policiers. Hein. Oui. Il n'y en a pas que 11. Des groupements en vue de commettre des violences, par exemple, ou des infractions,
c'est beaucoup plus dur à caractériser puisqu'on parle dans une volonté de faire. Donc c'est plus compliqué et ça expliquerait énormément de classements sans suite. Donc la volonté est de punir cette fois-ci davantage ceux qui ont commis des violences contre les forces de l'ordre. Voilà ce que nous a annoncé la procureure de Paris. Vous croyez que la volonté sera là de punir plus durement que l'année dernière, Georges Fenech ? Oui, j'entends ce que dit Mme Bécuot, la procureure de Paris. Je n'ai aucune raison de mettre en doute sa bonne volonté, sa bonne foi de requérir des peines lourdes. Mais n'oubliez pas une chose, ce sont les juges du siège qui vont prononcer les peines, qui ne seront pas forcément à la hauteur de ce qu'espérait le parquet. Ce que j'aimerais entendre de la part de Mme le procureur de Paris, c'est qu'il y ait appel systématique de toutes les décisions qui ne sont pas à la hauteur de la gravité, voyez-vous. Et même, on pourrait imaginer que le garde des Sceaux lui-même, même s'il n'y a plus d'instruction individuelle, par voie de circulaire... Éric Dupond-Moretti l'avait fait au moment des émeutes. À tous les parquets, en cas de peine faible, en dessous des réquisitions, d'interjeter appel systématiquement de ces décisions. Alors, le système du casseur-payeur. Jordan Florentin est allé hier dans les rues de Paris, où ça s'est passé d'ailleurs, il faut le dire, beaucoup plus calmement, avec le retour des champions, avec le Champ de Mars. C'était d'ailleurs très beau ce qui s'est passé au Champ de Mars. C'était quand même une autre image qu'on donnait à l'international de notre ville, même si c'est évidemment ces images qui resteront pour Elon Musk et pour tant d'autres, et c'est vraiment à pleurer. Donc écoutez les réactions que Jordan Florentin a recueillies auprès des jeunes qui étaient venus supporter le PSG et qu'est-ce qu'ils pensaient du système « tu casses, tu payes ». Directement les impôts et l'argent du gouvernement qui va servir à refinancer toutes les casses et les réparations. Est-ce que c'est aux casseurs de payer? Je sais pas, c'est un truc qui doit se réfléchir. J'imagine que c'est plus du cas par cas aussi. Donc c'est pour ça qu'on a des tribunaux, etc., qui permettent d'en juger. Nos parents ils payent, c'est vrai, c'est la France. Nous tous on paye, mais on peut rien y faire, c'est comme ça. C'est les jours de fête, c'est comme ça. On peut rien y faire, il y aura toujours ça. Ça, c'est très intéressant. Ces jours de fête, c'est comme ça. Il y aura toujours ça. Jordan Florentin, on peut rien y faire. Vous avez donc été sur le terrain hier. Qu'est-ce que vous retenez des témoignages que vous avez recueillis? Oui, vous l'avez dit, hier c'était relativement plus calme, mais les gens avaient toujours peur. Hein. J'ai vu beaucoup de touristes, beaucoup de Français qui sont venus voir cette parade des joueurs du PSG, qui avaient peur qu'il se passe exactement les mêmes événements de la veille, même si c'était un peu mieux encadré hier. On a vu des touristes qui prenaient en photo des feux de poubelle, tout ça. Et les jeunes que j'ai pu interroger nous disaient, oui, on était sur place, mais on n'a rien vu, nous on n'a rien fait, on n'était pas là. Et il y avait cette forme de relativisme assez concernante quand même de c'est pas grave, puisque c'est nos parents qui payeront, c'est la France qui paiera, et même si moi ma voiture avait été brûlée, bah, c'est pas grave, c'est la fête. Donc effectivement, il y a cette perte de valeur, et on a pu le voir aussi sur les champs, puisque j'ai passé la soirée également de 20h à 2h du matin sur les champs. Je vais revenir juste sur 2 points. Il y avait effectivement cet aspect très identitaire. On est chez nous avec des drapeaux, mais vous remarquerez, pour avoir été sur place, je n'ai quasiment pas vu un seul drapeau français. C'était des drapeaux marocains, algériens, tunisiens, en revendiquant, on est chez nous, donc dans une forme, pas de France actuelle, mais de nouvelle France, en fait, avec de nouvelles valeurs. Il y avait ce côté très politique, avec des saillies contre Jordan Bardella, mais remarquez, on va peut-être le voir, un jeune m'a quand même dit, oui, mais vous savez, on aurait pu insulter Jean-Luc Mélenchon aussi. Pardonnez-moi d'en douter. Et puis enfin, pour avoir pu constater effectivement le travail des policiers sur place, qu'on ne vienne pas dire qu'il y a eu des violences policières, parce qu'effectivement, hier soir, ça n'est pas le cas. Je vais vous dire, les seules fois où les policiers sont intervenus, ça n'était pas pour des dégradations de mobilier, ça a été par légitime défense, lorsqu'il y avait des tirs à bout portant sur eux, de mortiers, ou lorsqu'il y avait du matériel qui était des projectiles qui les visaient, ou alors lorsque des commerces étaient approchés de trop près. Voilà la réalité des faits, en tout cas, de hier soir. On va continuer à voir votre reportage dans un instant. On va recevoir Tony Pitaro, qui est allé voir le lendemain l'étendue des dégâts. Et on va vous montrer effectivement des scènes de guerre, comme s'il y avait eu une attaque la veille autour du Trocadéro. Donc on va vous montrer tout ça dans un instant. Restez bien avec nous. Ça continue, 100% Frontières, en mode édition spéciale. À tout de suite. De retour dans 100% Frontières en format spécial pour débriefer ce qui s'est passé ce week-end à Paris. Tony Pitaro nous a rejoint. Tony, vous avez mis votre réveil très tôt dimanche matin, avant que les dégâts ne soient nettoyés. D'ailleurs, on pense aussi aux éboueurs. Hein, ouais, ils sont super, franchement, parce que les mecs, ils sont tranquilles, ils viennent et ils nettoient. Et il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail dimanche matin. Et on va voir donc vos reportages tôt le matin dans les rues de Paris, juste après le rappel des titres de Somaya Labidi. Le 9e sommet de Choose France va s'ouvrir sous les meilleurs auspices. Emmanuel Macron annonce un montant global record de 93 milliards d'euros, permettant de créer plus de 15 000 emplois. Parmi ces investissements, celui du japonais SoftBank, qui met 75 milliards d'euros liés à l'IA et dont 45 milliards d'ici à 2031 dans les Hauts-de-France pour la construction de data centers.
À la une également, réunion d'urgence à 21h à l'ONU à la demande de la France. Réunion demandée après la prise de Beaufort, l'emblématique forteresse médiévale au Liban par l'armée israélienne. Rien ne justifie l'escalade majeure en cours au sud Liban, a fustigé le chef de l'État Emmanuel Macron. Et puis Hollywood célèbre les 100 ans de Marilyn Monroe. Plus de 60 ans après sa mort, le berceau du cinéma continue de faire vivre le mythe à travers une exposition, des projections et une vente aux enchères. Les admirateurs de la star vont se réunir au Chinese Theatre pour rendre hommage à l'actrice américaine née Norma Jean Baker le 1er juin 1926 à Los Angeles. Merci beaucoup Somaya, on vous retrouve évidemment à 13h chez Pierre de Villeneuve pour Midi News. Première séquence, donc Tony, vous mettez votre réveil tôt le dimanche matin et vous allez constater les dégâts au niveau du Trocadéro. C'est simple, on dirait une scène de guerre, des voitures brûlées. On se voit dans une casse. Dans une casse. Eh bien, vous voyez la première séquence, on en parle ensuite. Je suis au cœur du Trocadéro à Paris et regardez ce qui s'est passé hier soir. Regardez, une voiture complètement détruite, tout qui a brûlé, des feux d'artifice qu'on retrouve de partout et surtout du protoxyde d'azote, des gens qui étaient drogués. Regardez l'état des vélos, voilà, les vélos électriques, les vélos pour ne pas polluer. Non mais c'est terrible ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Des cars. Des cars de... Ah, la voiture. Ah oui, la voiture, non mais c'est... Vous êtes touriste? Non mais c'est extrêmement choquant. Non mais c'est horrible. Ah, ça je peux peut-être expliquer. C'est ce qui a été lancé sur vos collègues, ça, non? Ouais. Attendez, je vais expliquer. Là, je discutais avec des forces de l'ordre. Voici ce qui est lancé sur la police. On lance des pavés. Voilà, on est comme ça et on tire les pavés directement sur les forces de l'ordre. C'est ça qui se passe dans Paris. Regardez les végétaux, comment ils ont terminé. Avec les agents qui sont en train de tout nettoyer. Il est même pas 8h du matin. Et déjà, les services sont obligés de venir et de ramasser, de venir remorquer tout ce qui a brûlé hier soir. On voit des images, on se croirait dans une casse alors qu'on est devant le monument le plus célèbre du monde parce que des racailles ont décidé hier de venir et de détruire la ville. Et Emmanuel Grégoire laisse faire parce qu'il adore les racailles, parce qu'il était au Parc des Princes en train de regarder le match sur écran géant au lieu d'être avec le préfet, aux côtés du préfet, comme beaucoup de maires d'arrondissement. Et voilà comment ça se passe. Vous voyez, quand on se balade avec ça et qu'on vient dans Paris, c'est qu'on veut en découdre, c'est qu'on veut tout brûler, c'est qu'on veut tout cramer. On n'est pas un supporter. Regardez, ils veulent même s'en prendre au magasin de glace. Je vois pas ce qu'ils peuvent voler là-dedans, mais c'est le plaisir de casser, le plaisir de détruire finalement ce pays qu'ils détestent. On est halluciné devant vos images. C'est quasiment les images les plus fortes que j'ai vues des dégradations le lendemain matin, Tony. D'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo cartonne. On voit les voitures, mais qui sont massacrées, les vélos qui sont calcinés, tous les pots de végétaux, comme vous dites, qui sont renversés, et la taille de ces mortiers d'artifice où ils balancent donc sur les forces de l'ordre en tir tendu des dizaines de projectiles au même moment. Ouais, et ça tire. On vous a passé d'ailleurs les images, on voit, mais on se croirait dans une scène en guerre. Mais c'est terrible sur les forces de l'ordre. Et c'est des mecs qui viennent pour en découdre, qui laissent tout par terre. Et surtout, nous les habitants, parce que moi j'habite dans le 16e, on paye des sommes folles pour que le Trocadéro soit entretenu, etc. Et tout est détruit. Et qui va payer? Nous, encore une fois, évidemment. Et j'espère que le maire, Jérémy Redler, va demander à ce que ce soit... qui va payer justement? Je sais pas, le PSG? Est-ce que c'est à la mairie de Paris? Qui va payer? C'est ça, c'est une vraie question. C'est vraiment... oui, non, ça ne sera pas les racailles qui paieront. Non, ça on le sait. Ça on sait, Jules Torres, allez-y. On sait que ça ne sera pas les racailles qui paieront. Ah oui, vous souvenez-vous de la polémique qu'il y avait eu en décembre dernier avec la surprime émeute qui avait été votée par le Sénat après les violences et les dégradations qu'il y avait eu après les émeutes de Naël. 1 milliard d'euros quasiment dans plus de 500 villes. Et plutôt que de demander justement le concept du casseur-payeur, eh bien on va augmenter l'assurance habitation. Et donc ce seront tous les Français, tous les Nicolas de France qui vont payer pour les racailles et les casseurs. Mais moi, je vais vous dire, ce sont les émeutiers de la demi-finale de la Ligue des Champions qui auraient dû nettoyer dimanche matin. C'est eux qui auraient dû le faire. Ce ne sont pas les éboueurs dans un qui, pays normal, vont se lever à 7h30. Alors, bizarrement, d'ailleurs, c'est la seule chose qui fonctionne. Parce que dès le début de la nuit, ils ont commencé à aller sur le terrain. C'est ce qu'il a dit, Emmanuel Grégoire. Ils sont allés nettoyer dès la nuit. Oui, vous avez dit, le matin, dès 5h. On voit que ça avait été quand même... Bon, là, il manquait les vélos pour les gros trucs, mais sinon, ils ont quand même passé un premier coup. Oui, vous avez raison. C'est des éboueurs qui sont payés au SMIC, qui se lèvent à 4h du mat pour aller nettoyer ce qu'ont fait les émeutiers. Mais ce serait... non seulement aux émeutiers de payer, mais d'aller ramasser, d'aller nettoyer la ville. Regardez cette voiture, dans quel état ils ont laissé cette voiture. Mais là, ils se faisaient la grasse matinée. Alors vous avez aussi, Tony, filmé les commerces qui ont été massacrés. Les commerces d'électroménager notamment. Et en fait, ils sont tout volés. À mon avis, on peut déjà retrouver des électroménagers pas chers sur les plateformes parce qu'ils ont tout pris. Et bien donc vous voyez cette deuxième séquence où vous êtes allé dans cette boutique d'électroménager qui a été saccagée. Clémence Guettet a dit, ça va, députée La France Insoumise, vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle a dit que c'était de la faute de la police et que ça allait parce qu'il n'y avait que 2 commerces qui avaient été pris pour cible. Moi j'en ai déjà filmé 3 par exemple.
Ah, voilà. Non, même 5, parce qu'il y a aussi l'avenue Paul Doumer, il y a l'avenue de Wagram. Mais elle dit n'importe quoi. Oui, mais... N'importe quoi. Elle ment. Elle ment, cette femme. Mais il y a des images. Je suis sur le terrain, Gauthier. Oui, je sais. Elle ment. Bien sûr qu'il mente. Mais bien sûr qu'il mente. Professionnel. Donc, vous voyez, c'est une menteuse, celle-là, je vais pas m'en remettre. Voyez la séquence, donc, la deuxième séquence de Tony Pitaro sur les commerces qui ont été pris pour cible. Regardez, je suis au Darty de l'avenue de Wagram et regardez dans quel état est ce magasin. On est avec un agent de sécurité qui nous dit ne rentrez pas à l'intérieur parce qu'effectivement vous pouvez vous blesser. Et évidemment tout a été pillé, ça va être revendu tout de suite sur les plateformes, du matériel tout neuf. Regardez les vitres et il y a même un caillou ici, le caillou qui a servi à détruire cette vitrine. Même des magasins de literie ont été pillés. Voici exactement ce qui s'est passé ici la nuit dernière. On est devant le Décathlon de l'avenue de Wagram. Ils ont tenté de le piller parce que c'est des gens qui adorent le sport, qui adorent revendre des vêtements de sport. Et il semblerait qu'il n'ait pas réussi. Alors on voit que le magasin avait enlevé quand même le matériel de ses vitrines pour ne pas tenter toutes ces racailles. Mais bon, regardez cette écorce, ils s'en prennent même aux végétaux. Et on voit qu'il y a eu le feu à côté, ça aurait pu être un drame, on aurait pu voir tous les arbres de Paris en flammes. C'est vraiment une situation extrêmement grave qui s'est produite la nuit dernière. Regardez l'état des bus qui ont été totalement détruits. C'est vraiment ce plaisir de casser, ce plaisir de détruire sans réel but. Cette façon, cette nouvelle jeunesse de France qui s'exprime avec la casse. Donc, voilà, avec la casse, effectivement. Et voilà donc le tweet de Clémence Guettet, vice-présidente La France Insoumise de l'Assemblée nationale. 780 interpellations pour 2 commerces dégradés et 7 policiers blessés. Vous vous rendez compte ? On a 200 policiers blessés entre la demi-finale et la finale. On a des commerces détruits. Il y en a beaucoup plus que 2, vous l'avez dit à l'instant, Tony. Et voilà ce que tweet la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mais vous vous rendez compte ce qu'elle tweet ? C'est tellement grave. Non, c'est Hélène. Le nombre de professions qui ont dû subir ce genre de violence. On a parlé des policiers, on a parlé des journalistes avec Garenne, on a parlé des éboueurs, évidemment, les commerces, les restaurateurs. Vous vous rendez compte du nombre de conséquences quand elles ne sont pas financières, surtout les corps de métier. On le voit, l'indécence de Clémence Guettet, son tweet, où vous avez raison de le mentionner, elle ment. Moi, je voudrais pointer, mais quand même, la gravité de la cécité de la part du bloc central. Parce que LFI, à la rigueur, j'ai envie de dire, ils y vont pleine balle, on n'est pas surpris. Mais la gravité de la cécité, et ça de tout le monde, ça va de Laurent Nunez qui nous expliquait la semaine dernière qu'il était serein et déterminé, que la situation elle est contenue, qu'il ne faut pas aggraver, la préfecture de police qui vous appelle, Gauthier, pour que vous n'employiez pas les mots chaos, violence urbaine, alors que même vous, Tony, vous allez sur le terrain, on voit ce qui s'est passé. Emmanuel Macron qui, 1 an après, nous ressort le même discours, qui nous redit exactement la même chose. Je tiens à le préciser aussi, Gabriel Attal, Édouard Philippe, tous les 2 candidats à la présidentielle, pas un tweet, rien sur ce qui s'est passé samedi soir. Alors c'est bien parler d'histoire. Alors qu'au Havre, il y a eu des problèmes, notamment avec des émeutiers également. Donc là, je veux dire, on est toujours dans cette logique d'aveuglement. On essaye de cacher ces images qu'on ne saurait voir. On est toujours dans cette logique d'aveuglement. Et le problème, c'est qu'on ne réglera rien si on commence même pas à mettre les mots sur les mots. On se rappelle quand même, l'année dernière, Bruno Retailleau avait employé le mot barbare. Alors on n'avait pas tout réglé, c'est clair, mais au moins, si vous voulez, le constat était le bon. Là, Laurent Nunez, le constat n'est pas bon. Donc forcément, quand le constat n'est pas bon, on va absolument pas régler les solutions. On parle de la classe médiatique, je pourrais parler aussi de la classe médiatique. Pardonnez-moi, la Tribune dimanche matin, quelques lignes, après combien déjà de lignes de journal, quelques lignes seulement sur le début des émeutes. Le Parisien ce matin, qui fait à la 12e page seulement, après tout un événement précisément sur ce qui s'est passé samedi soir, à la 12e page seulement, qui commence à parler de ces émeutes-là. Donc c'est d'une gravité sans nom de cacher, parce qu'il y a une véritable volonté de cacher ce qui s'est passé samedi soir. Parler de ça, c'est gâcher la fête. Non, et moi, c'est des gens qui veulent pas. Julien Audoul. Ils ne veulent pas le voir, les macronistes ne veulent pas le voir, parce que c'est leur bilan qui les éclabousse. C'est leur triple faillite. C'est la faillite sécuritaire, c'est la faillite judiciaire, c'est la faillite migratoire. C'est tous leurs échecs depuis 10 ans. Donc effectivement, Édouard Philippe et Gabriel Attal, ils ont participé à tout ça. Les politiques de vivre ensemble, l'afflux massif de migrants, le communautarisme flatté, l'absence de réponse pénale, l'absence de réponse sécuritaire, le lâchage de nos policiers, de nos forces de l'ordre régulièrement après chaque émeute, les émeutes de 2023. Quelles sont les conséquences de 2023 ? On avait Gabriel Attal à la tribune de l'Assemblée nationale. Tu casses, tu payes. Il n'y a aucune racaille qui a payé. Aucune racaille n'a payé depuis 2023. On a eu les pires émeutes de notre pays avec des dévastations majeures dans toutes les villes de France.
Qui a payé les honnêtes gens? Voilà. Donc effectivement, ils ne veulent pas voir, pour eux, ça n'existe pas. Et à côté, vous avez la France Insoumise qui s'en délecte parce que c'est leur clientèle. Tony Pitaro, je crois que vous avez envoyé d'ailleurs votre vidéo au ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Oui, j'ai dit qu'il fallait agir et frapper fort. Il m'a dit vous avez raison. Donc je lui ai dit écoutez, on peut faire une vidéo ensemble pour en parler, mais j'ai pas de retour. Mais non, mais j'aimerais bien. Mais je pense que Gérald Darmanin, de toute façon, c'est un mec de terrain. Moi, j'ai vraiment confiance en Gérald Darmanin. Mais vous parliez d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal. J'arrête pas de les harceler pour venir faire des reportages avec moi sur le terrain, parce que j'ai fait Michel Barnier, voilà, des grands hommes politiques. Mais ils ne me répondent pas. Voilà, c'est des gens qui ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas être confrontés au réel. Alors, je pose quand même une question à Clémence Guettet. Est-ce qu'elle va avoir des mots pour Camille ? Camille, jeune figure attachante du supporterisme parisien et atteinte d'une maladie rare. La victoire du PSG a viré au cauchemar à la sortie du parc. J'aurais jamais dû venir, je ne peux plus revenir. Jeune fan du PSG visé par des tirs de mortier à la sortie du Parc des Princes. J'aimerais qu'on voit sa photo, je le dis à Benjamin Olivier avec l'article du Parisien avant de voir la vidéo. Et je me demande si Clémence Guettet va faire un petit message pour Camille. Voilà. Qui est victime d'une maladie rare et qui a été victime de mortier. Est-ce qu'elle va avoir des mots de compassion, Clémence Guettet, pour Camille, au lieu de nous mentir sur les chiffres des commerces pillés et des policiers blessés? Écoutez la vidéo de la jeune Camille. On arrête de pleurer, on va le bon côté des choses. Deuxième mi-temps en Ligue des Champions. Ici c'est. Voilà. On va essayer de se cacher. Ça fait mal de se faire gazer. C'est la première fois que ça t'arrive? Oui. Ouais. Donc les supporters fêtaient la victoire tranquillement. Ils chantaient. Quelques pétards, bien méchants. Et boum. Bon. Se mettre dans un endroit cool. Hein? Oui. Alors, ça va pas gagner. Ok. Bon. Je sais même plus par où partir. Je sais même plus par où aller. Bon, on va se cacher. Vous entendez derrière, vous avez l'impression que c'est la guerre. Vous avez l'impression que c'est la guerre. Et vous voyez le visage de cet enfant, la tristesse dans ses yeux. Elle souffre d'une maladie rare, elle est fan du PSG, elle va voir non pas le match, mais vous l'avez compris, la retransmission sur écran géant au Parc des Princes, et elle termine visée par des tirs de mortier à la sortie. Mais qui sont ces gens pour tirer sur une enfant victime d'une maladie rare, et d'une petite gamine? Il lui tire dessus, et qui va lui apporter des mots de compassion dans la classe politique? La France Insoumise va lui dire quelque chose à cette jeune femme, jeune fille, enfant? Pas la France Insoumise, puisque en effet, je pense qu'ils vont même réussir à accuser les policiers. De toute manière, tout est bon pour accuser les policiers, tout est bon pour accuser les gendarmes. C'est ce qu'ils font depuis 2 jours. Ils expliquent que finalement, s'il y a eu de la casse, c'est parce que la répression, elle a été beaucoup trop violente. S'il y a eu des mouvements de foule, c'est parce que les policiers et les gendarmes ont chargé. Donc c'est à chaque fois la même inversion accusatoire de la France Insoumise. Mais c'est drôle parce que depuis un mois... Je lis juste le tweet de l'association Un sourire pour Camille. Nous sommes enfin rentrés à l'hôtel. En sortant du parc, nous sommes tombés dans un vrai piège. Entre forces de l'ordre et pseudo-supporters, Camille a été gazée, elle a assisté à des bagarres et a été visée par des mortiers, sans compter les nombreuses insultes sur les réseaux sociaux, parce que d'après eux, je serais un mauvais père d'avoir emmené notre jeune guerrière voir la finale au parc. Camille est très choquée. Notre guerrière a vraiment le PSG dans le sang, mais ce soir, elle a dit qu'elle ne voulait plus venir ici. Merci pour vos nombreux messages de soutien. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'a vécu cette petite fille en sortant du Parc des Princes à cause de ces racailles? Vous avez depuis un mois la France Insoumise et le Parti Socialiste qui sont en toupie sur le canon français. Le canon français qui serait en train de semer le chaos dans tout le pays. Donc on trouve tous les moyens, toutes les arguties juridiques, tous les mensonges possibles pour accuser et diaboliser le canon français. En revanche, ils trouvent tous les moyens pour défendre les casseurs, pour défendre les pillards, pour défendre les voyous, pour défendre les délinquants, pour défendre les racailles, même quand ils s'en prennent à une jeune supportrice qui, sans doute, vient d'avoir son rêve un petit peu brisé parce que dans la retransmission qu'il y avait au Parc des Princes, moi je pense qu'il y avait quasiment que des honnêtes gens. Il y avait que des gens qui voulaient être là, profiter, entre amis, entre copains, en famille, et qui ont
finalement gâché leur moment, on leur a volé leur moment. Je signale juste aussi que, vous l'avez déjà dit Hélène, mais je le redis, que l'ancienne maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne Dosser, affirme avoir été victime d'une agression sur le périphérique lors des célébrations du PSG. Selon son témoignage, un individu a brisé la vitre de son taxi avant de lui asséner un coup de poing à l'œil lors d'une tentative de vol. Une enquête a été ouverte. Voilà, c'est normal. Maintenant, si vous n'évitez pas les racailles, vous terminez donc avec du mortier d'artifice ou prise pour cible, comme Jeanne Dosser à l'arrière d'un taxi. Mais la petite fille qui a été choquée par ça, c'est intéressant de voir cette image. Pourquoi ? Parce qu'elle fait contraste avec les images du début de cette émission. On voyait les jeunes qui ont à peu près le même âge ou qui ont 15 ans et qui se réjouissent de cela. C'est-à-dire que ce sont ces deux France. C'est-à-dire que la réaction normale d'un adolescent et d'un jeune lorsqu'il voit des tirs de mortier, c'est d'être choqué, d'être sidéré normalement. Mais il y a une grande partie de ces jeunes aujourd'hui qui ne le sont pas, qui viennent de quartier, qui sont habitués en permanence. Et c'est ça qui est grave. On parlait des parents tout à l'heure, mais les émeutiers de samedi soir, d'ici 3, 4, 5 ans, ça va être des parents, ces gens-là. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un effet boule de neige où dans les 10 à 20 années qui viennent, ça va être une catastrophe, il n'y aura plus aucun référentiel. Mais surtout, ils sont, en fait, c'est ça, ce que je reproche le plus, je pense, à Laurent Nunez, ça va être, alors, parce que je parlais de cécité, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il sait très bien ce qui se passe. Et quand il fait sa réflexion la semaine dernière en disant, à Lens, on savait que ça allait bien se passer, et seulement, pour le PSG, on se rend compte que c'est un public différent. Mais pourquoi ? Mais allez au bout de votre logique, pourquoi ? C'est quoi la différence entre Lens et précisément le public du Paris Saint-Germain et le public, en l'occurrence, de Paris et sa grande couronne ? Et c'est exactement ce que vous dites, Eric, c'est quoi la différence entre Camille et ces gens-là ? Et c'est parce qu'en fait, ils savent ce que c'est précisément le problème. Jordan Bardella, d'ailleurs, sur une chaîne concurrente, le dit ce matin. C'est parce qu'il y a une responsabilité au niveau, il y a une partie de ces jeunes qui, précisément, ne sont pas d'origine française. Et il y a un véritable problème avec ça. Laurent Nunez le sait, mais il ne va pas au bout de la logique. C'est ça le vrai problème aussi. Donc c'est une cécité qui, en réalité, est une espèce de mensonge, si vous voulez, dans le sens où il sait très bien ce qui se passe, mais il ne le nomme pas et il ne fait rien pour contrer justement ce problème-là. Si je puis me permettre, c'est pas seulement, il faut aller au-delà du sport et du supporterisme, parce que par exemple, oui, on sait à l'avance qu'à Lens, ça va bien se passer et pas forcément en Ile-de-France, mais en réalité, c'est vraiment l'actualité du racaillisme en général qu'il faut questionner. Par exemple, la foire du trône, avec toutes ces racailles qui déferlent. Là, il n'y a plus d'excuses de supporters, il n'y a plus d'excuses de... C'est les policiers qui ont lancé des mortiers, etc. Tous ces mariages, je suis désolé, je peux le dire moi, parce que je suis d'origine maghrébine, c'est toujours les mariages d'origine maghrébine, souvent que je vois, moi, et je le déplore évidemment, parce que ça donne une mauvaise image, et dont les cortèges finissent en remake de Fast and Furious. C'est jamais des mariages de Français d'origine portugais, Français d'origine normande, c'est toujours la même chose. Là, c'est quoi l'excuse ? Est-ce que c'est l'excuse de la pauvreté, etc. Les racailles qui étaient venus au parc Astérix, il faut payer le billet d'entrée pour aller au parc Astérix, donc le filtre de la pauvreté est annulé par le prix du billet. À un moment donné, on est le seul pays au monde où on voit, ou un des rares, où on voit ces images de policiers qui reculent parce qu'ils sont caillassés par des voyous, ils sont obligés de fuir. Mais toutes les racailles qui ensuite sont dans les cités, qui ont envie de sévir, qui voient ce genre d'image, pour eux, c'est un signal. Ils se disent, c'est bon, la France, c'est open bar en fait. Ils sont allés à la bolle. Rien ne va les en dissuader. Julien, Autoul. Faut arrêter le mythe de la pauvreté. Faut arrêter le mythe et l'excuse J'ai encore entendu ce week-end, ça. De ces conditions sociales qui généreraient, qui déboucheraient sur l'insécurité. Dans la plupart de ces émeutiers, chez la plupart de ces racailles, il n'y a aucun pauvre. Hein. Ils ont tous de très belles marques, ils ont tous un iPhone, ils ont tous le maillot du PSG. Ils ont été, je le redis, biberonnés à la politique de la ville. Ils sont choyés, ils ont bénéficié d'une aide, d'une attention et de moyens qu'aucune génération d'immigrés a eu avant eux. Ils ont un indice de masse corporelle, ils sont pas maigres, ils ont des beaux vêtements, ils ont des derniers téléphones à la mode. Ils sont à 10 minutes du centre de Paris en RER. Ils ont tous les leviers de formation, d'éducation. Donc il faut arrêter la pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. Même il y a à des l'échelle familles mondiale, nos pauvres Moi, je peux vous en citer. sont une classe moyenne à l'échelle mondiale. Dans la ruralité, dans mon département de Lyon, vous avez des vrais pauvres. Oui. Et vous avez des parents qui sont comme ça, qui élèvent leurs enfants dans le respect des règles. Et il n'y a pas de TSH de pompiers. Et non, et jamais. Donc il y a véritablement un problème d'éducation et deux, d'assimilation. Il faut le dire. C'est un problème d'immigration à la base. Et sur le fait que Clémence Guettet, comme vous le disiez Gauthier, ne s'intéresse pas à la pauvre Camille, dont le regard terrorisé devrait interpeller et choquer n'importe quel responsable politique, mais parce que la pauvre Camille n'a pas le bon prénom, n'a pas la bonne couleur de peau, n'a pas le bon profil, et parce que les émeutiers font partie de la clientèle de la France insoumise. Il faut le dire aussi. Il y a une question d'exemple aussi. Quand on est député, est-ce qu'on peut tout faire ? Carl Olive a sauté sur le capot d'une voiture, qui est donc ancien maire de Poissy et qui est député Ensemble pour la République. Je vous propose de voir la séquence, et puis il s'est excusé, je vais vous montrer ses excuses.
Et donc, il a exprimé que c'était son ami. Le conducteur du véhicule est un ami et je suis monté sur le capot de sa voiture avec son autorisation. Voilà ce qu'a dit Carl Olive. Bon, il s'est exprimé, on dit donc tact ou on dit il faut montrer l'exemple, Éric Tegner? Non, c'est-à-dire que, pardonnez-moi, on est déjà en train de galérer avec une certaine population dans le pays. On n'a pas déjà des députés de la France Insoumise qui se comportent comme des racailles. On n'avait pas besoin d'un député proche d'Emmanuel Macron et membre du bloc central qui fasse ce genre de choses et qui ensuite le banalise en disant j'ai voulu faire la fête. Vous pensez qu'il va se passer quoi derrière? Ils vont se dire en fait, vous avez vu quoi? Ils s'en prennent à nous parce que nous on est de couleur. Ils s'en prennent pas à Carl Olive parce qu'il est blanc. Et donc ça montre qu'on est dans un pays raciste parce que dans le fond tout le monde fait ça parce que c'est bien normal que le soir d'une victoire on monte sur une voiture. Moi je trouve ça totalement irresponsable parce qu'en fait cette image, en fait, on est foutu derrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler de la victoire du PSG, on va nous dire non mais vous êtes raciste parce que c'est que nous que vous ciblez. Vous avez vu, il y a un député de l'Assemblée nationale proche du président de la République qui est monté sur une voiture. On l'a montré, Mais bien sûr. Jules Torres. Non, il faut être intransigeant. On ne peut pas réclamer qu'il y ait du respect, qu'il y ait le respect des valeurs, le respect du mobilier urbain, le respect des policiers et des gendarmes, et qu'on ait un député qui normalement doit montrer l'exemple, qui monte comme ça sur une voiture, quand bien même elle serait à son ami. C'est un très mauvais geste. Alors certes, il s'est excusé, mais je pense que c'est une très mauvaise chose, et heureusement d'ailleurs qu'il s'est excusé. Je veux terminer sur un extrait de votre reportage, Jordan. À votre micro, un homme revendique les attaques sur Paris et souligne qu'il faut bien exprimer sa haine d'une manière ou d'une autre. Et il dit, il vaut mieux casser des vitrines que taper des gens. Ma rage est principalement contre la police. Voyez cette séquence. Je revendique l'attaque de Paris. Non, c'est lui tous les dégâts. Non, c'est tous les banlieusards. Et les Parisiens aussi. Pourquoi? Parce que franchement, l'État, on va pas se mentir, on sait comment il est l'État. Faut bien évacuer d'une manière ou d'une autre. Au lieu de taper des gens, c'est mieux de casser des vitrines. Il y a une colère en vous, en fait, c'est ça? Exactement. Une rage en moi que je n'arrive pas à exprimer. Pourquoi? D'où elle vient? Elle vient de beaucoup de choses. C'est très long à expliquer. Mais principalement à cause de la police. Jordan. Oui, ce jeune, en fait, il y avait un autre formidable à côté de lui qui disait, en fait, regardez, le public qui était là hier soir, c'est pas le même public qu'on voit à Roland-Garros. C'est un public qui est en colère, c'est un public qui veut exprimer sa colère, et c'est pour ça que Clémence Guettet ment, effectivement, quand elle dit c'est des violences policières qui les rendent comme ça. Non, ils ont une colère en eux, qu'ils veulent exprimer, ils l'expriment de quelle façon par rapport à ce qu'ils voient, et ce jeune qui, lui, n'a pas participé à ça, me dit, il l'exprime comme il le voit dans Fortnite, dans les jeux vidéo, à la télé, au cinéma, ils veulent tout casser, tout exploser parce qu'ils sont nihilistes et qu'il n'y a aucun rapport à l'autorité et ils n'ont même pas de notion de vie, de mort, de violence, tout ça. Non mais surtout qu'il faut arrêter le mythe. On nous explique que la police tue. Mais quand dans ce cas-là, si on pense que la police tue et qu'on me dit qu'il y a 22 000 policiers qui sont mobilisés, 8 000 à Paris, moi je reste chez moi en fait. Donc ça montre que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a véhiculé, et vous savez, j'ai appris, c'était la nuit blanche récemment, c'était il y a 2 semaines, c'était ça. C'est-à-dire les musées qui étaient ouverts. Il y a un ami qui s'y est rendu, qui travaille avec nous d'ailleurs, qui allait au palais de Tokyo. Et il m'a dit au palais de Tokyo, à l'intérieur, il faudra y aller, Tony Pitaro, c'est écrit « La police tue ». Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des slogans comme ça, il y a aucun... pendant la nuit blanche, en effet, c'est ce qu'il y avait, voilà. Il n'y a aucun problème. On est dans un pays où on banalise ce genre de choses, et donc il ne faut pas s'étonner, en effet, c'est de l'art soi-disant, que derrière, ils essayent de casser des policiers. Il faudra vérifier quand même. C'est vrai, c'est très grave, mais il faudra vérifier. Parce que moi, je vais aller vérifier. Vous allez aller vérifier, parce que si votre ami ne vous a pas dit la vérité... non, il travaille avec nous, donc... Oui, vous savez, les gens avec vous tous les matins, Gauthier. C'est vous? Non, c'est pas moi. Merci à tous vraiment, et je pense aux 7 journalistes de 100% Frontières qui étaient mobilisés sur le terrain et du travail formidable que vous avez tous fait, Jordan, Jules, Garenne, David, etc. Merci vraiment à tous pour cette spéciale pendant 2 heures. Pierre de Villeneuve, le programme de Midi News. Et on continue sur la lancée, puisqu'on va effectivement revenir sur globalement les choses se sont bien passées. C'est ce que dit Laurent Nunez. Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Georges Marchais disait à propos de l'URSS, globalement le bilan est positif. Très bon parallèle. Je ne sais pas si c'est le bon parallèle, en tout cas c'est celui qui me vient à l'esprit. Et puis vous nous permettrez d'utiliser, cher Eric Terner, quelques séquences filmées par Frontières pour effectivement alimenter nos débats, parce que ces jeunes-là, on les avait jamais vus encore jusqu'à présent dire, voilà, clairement, face caméra, on est là pour casser. C'est le programme de la soirée. Exactement. Et avec grand plaisir, cher Pierre de Villeneuve. Et Pierre de Villeneuve, on vous retrouve évidemment à 21h avec Laurence Ferrari. Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, viendra réagir à ce qui s'est passé dans les rues de Paris. Et quelque chose me dit qu'il n'aura pas exactement le même discours que Laurent Nunez. Et nous, on se retrouvera à 22h pour débriefer les différences entre Bruno Retailleau et Laurent Nunez. Très belle journée sur CNews.